Ils ont oublié de m'inviter à Noël, alors je me suis acheté une montagne. Quand ils sont arrivés avec un serrurier pour la voler pour mon frère, ils pensaient que j'étais seul. Ils n'avaient aucune idée que j'avais un avocat, des caméras et un adjoint de mon côté. J'ai acheté la maison pour le silence, mais la première photo que j'ai publiée de la terrasse est devenue virale dans la discussion familiale. 10 minutes plus tard, maman a envoyé un texto, « Super, Julien et Brie peuvent emménager d'ici vendredi. » Ils sont arrivés avec des valises, un berceau et un serrurier. Je pensais que je prenais enfin possession de mon propre Noël. Il s'est avéré que j'interrompais un plan sur lequel mon nom avait été contrefait de partout. Je m'appelle Fred Stewart. Dans ma vie de tous les jours, je suis stratège de marque chez Redwood Meridian, une agence à Harborview qui sent le café infusé à froid et l'ambition tranquille. Je construis des récits pour les autres, en trouvant la vérité fondamentale d'un produit et en la transformant en quelque chose de désirable. Je suis doué dans mon travail. Je suis doué pour prendre des réalités complexes et désordonnées et les présenter comme étant nettes, intentionnelles et fortes. J'habite dans un condo qui surplombe l'eau, tout en verre et en béton. Un endroit que j'ai choisi parce qu'il ne ressemble en rien à la maison. La maison, c'était à Maple Bridge, Connecticut. Une maison coloniale de 3 étages avec des volets blancs précis et une pelouse qui semblait avoir été passée à l'aspirateur, pas tondue. C'était le genre de maison que les magazines photographient en automne. Tout en érable doré et en symétrie accueillante. Mais la symétrie n'est qu'une forme de contrôle. Notre famille était une constellation. Ou du moins, c'est ce que je ressentais. Mes parents, Gregory et Céleste Stewart, étaient la gravité. Mon frère aîné, Julien, de 4 ans mon aîné, était le soleil flamboyant. Et j'étais ailleurs, une lune lointaine. Peut-être que la seule qui semblait me voir clairement était ma grand-mère, Nana Ruth. Les murs de cette maison racontaient toute l'histoire. Ce n'étaient pas des murs. C'était un sanctuaire dédié à Julien. Sa première crosse de crosse était montée dans une vitrine en verre comme une sainte relique. Les plaques de ses triomphes au modèle des Nations Unies étaient polies et accrochées en une ligne ascendante parfaite le long de l'escalier principal. Ses lettres universitaires étaient encadrées. Mes réussites vivaient dans une boîte d'archives marron sous l'escalier du sous-sol, à côté des décorations de Noël que nous n'utilisions jamais. Mes rubans de l'équipe de débat, mes certificats du tableau d'honneur, mon premier poème publié dans une revue régionale, tout était classé, bien rangé et hors de vue. Il ne correspondait pas au décor. L'effacement s'est fait progressivement, c'est devenu une habitude, puis une tradition. C'était plus aigu à Noël. Chaque année, il y avait une raison. Oh, fête, nous pensions que tu avais des projets avec tes amis de la ville. C'était une décision de dernière minute d'avoir tout le monde ici, ma chérie. Ça nous est complètement sorti de l'esprit. Tu es tellement indépendante. Nous savons toujours que tu te débrouilles bien toute seule. C'étaient les refrains de mes mois de décembre. C'étaient les manières polies et socialement acceptables de dire « Nous n'avons pas pensé à toi ». Je peux remonter le fil. Trouver le point d'origine. J'avais 10 ans. C'était un samedi matin, lumineux et froid. La cuisine sentait le sirop d'érable et le beurre fondu. Julien avait un match important et ma mère était au fourneau, versant de la pâte à crêpes. Elle la façonnait soigneusement en une immense lettre J parfaite. Sa concentration était absolue, comme un artiste étudiant une toile. J'étais assise à l'îlot de cuisine, j'attendais. L'horloge au-dessus de la cuisinière faisait tic-tac, chaque seconde tombant comme une goutte d'eau dans le silence. Finalement, j'ai glissé du tabouret et j'ai pris le pain dans le garde-manger. Je me suis fait un toast. Il était sec et me grattait la gorge en descendant, mais je l'ai mangé seul. Le tic-tac de l'horloge était le seul son qui me reconnaissait. Cela n'a fait que se raffiner en vieillissant. Adolescente, j'ai gagné un prix d'écriture régionale. C'était la première fois que je ressentais une étincelle de fierté réelle et indéniable. Je suis rentré à la maison avec le certificat et le petit chèque impeccable de $100. Ma mère était dans la cuisine, bien sûr, en train de trier le courrier. « C'est bien, ma chérie, dit-elle, jetant à peine un coup d'œil au certificat. Ses yeux étaient fixés sur une enveloppe d'une université. « Écoute, pendant que tu es là, pourrais-tu relire la dissertation de Julien pour l'université ? Il a du mal avec la conclusion, et tu es si doué avec les mots. » Mon prix n'était pas une victoire. C'était un élément de CV pour mon vrai travail, l'éditrice non rémunérée de Julien. Mais le premier grand effacement des fêtes,
celui qui a brisé quelque chose pour de bon, s'est produit lors de ma première année d'université. J'avais prévu de rentrer à la maison, j'avais réservé mon billet de train une semaine à l'avance. Mon père a appelé. Changement de programme, fête. Nous prenons tous l'avion pour Palm Beach pour voir ta tante. Les vols sont tout simplement trop chers pour en ajouter un autre si tard. Tu comprends? On se verra au Nouvel An. J'ai compris. J'ai annulé mon billet. J'ai passé ce Noël dans une chambre de dortoir déserte à manger des ramens et à regarder de vieux films. En janvier, je suis allé rendre visite à Nana Ruth et elle était là, collée sur son réfrigérateur avec un aimant de dessin animé vif, la carte de Noël de la famille Stehar. Mes parents et Julian, rayonnants, debout devant la cheminée de notre salon. Ils portaient des pulls rouges assortis. La photo était datée du 24 décembre. Ils n'étaient pas allés à Palm Beach du tout. Ils n'avaient tout simplement pas voulu de moi là-bas. En voyant ça, je n'ai pas pleuré. Il faisait trop froid pour ça. C'était le bruit d'une porte qui se fermait. Silencieusement, mais définitivement. On apprend à faire face. On doit le faire. Mon mécanisme d'adaptation était l'hypercompétence. J'ai construit une vie où je n'avais pas besoin d'être invité. J'ai arrêté de demander. J'ai arrêté de faire des allusions. J'ai arrêté de laisser de la place dans mon emploi du temps au cas où. J'ai commencé à planifier mes propres mois de décembre avec la précision d'une campagne militaire. J'ai réservé des voyages en solo dans des endroits où la neige était garantie et où la famille était un concept abstrait. Je me suis acheté la bouteille de vin cher. J'ai appris à cuisiner un rôti parfait pour une personne. J'ai fait en sorte que mon exclusion ressemble à mon choix. C'est une chose étrange que de devoir rééduquer ses propres sens. L'odeur des oranges piquées de clous de girofle. Ce parfum classique de pomme d'ambre ne signifie pas les vacances pour moi. Cela signifie les vacances de quelqu'un d'autre. Ça sent comme une fête que je peux entendre à travers une porte fermée. Alors, je me suis entraîné à aimer la menthe poivrée. Je buvais du thé à la menthe poivrée à profusion. J'achetais de l'écorce de menthe poivrée et la mangeais directement dans la boîte. J'avais de la lotion à la menthe poivrée sur mon bureau au travail. C'était vif, propre et simple. C'était le parfum de mon silence, de ma paix durement acquise et solitaire. C'était l'odeur d'un décembre qui n'appartenait qu'à moi. Mon travail chez Redwood Meridian repose sur l'élan. J'orchestre l'ascension. Depuis 6 mois, cette ascension avait un nom, Tidlin Outdoor. C'était une entreprise coincée dans le passé. Tout en gilet kaki et nœuds compliqués, essayant de vendre du matériel à une génération qui voulait juste se sentir mieux l'espace d'un après-midi. Mon équipe et moi étions chargés de leur rebranding. Ma stratégie s'appelait « Trouvez votre signal ». Il ne s'agissait pas de conquérir des montagnes. Il s'agissait de trouver un moment de clarté dans le bruit. Nous avons lancé la campagne numérique en fin d'été. Aujourd'hui, c'était le bilan. Je me tenais à la tête de la salle de conférence vitrée, le brouillard du port pressant contre les fenêtres. Les clients étaient sur l'écran principal, leurs visages pixelisés mais assez clairs. Je suis passé à la dernière diapositive. En conclusion, dis-je, ma voix nette dans la pièce silencieuse. Les métriques de la campagne n'ont pas seulement atteint, mais ont pulvérisé nos objectifs. Nous avons dépassé l'engagement projeté sur 12 mois en 90 jours. La nouvelle démographie des 18 à 25 ans est en hausse de plus de 400%. J'ai laissé les chiffres flotter dans l'air. Je ne célèbre pas en réunion. Je présente des faits. Les faits étaient que nous avions gagné. Mon évaluation de performance avait lieu ce vendredi-là. Mon patron, Arthur, m'a fait signe de fermer la porte. Faites, dit-il, je ne vais pas te faire perdre ton temps avec des platitudes d'entreprise. Les clients de Tidlin sont extatiques. Le conseil d'administration est extatique. Il a fait glisser une enveloppe épaisse de couleur crème sur le bureau. Ton augmentation standard est dans le système pour janvier. Ceci, c'est un bonus, effectif immédiatement. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque à mon nom. Faites Stewart. Le montant imprimé en encre noire et nette était de 85 000 $. Je l'ai regardé jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Ce n'était pas un chiffre. C'était une porte qui s'ouvrait. Je l'ai fixé, m'attendant à moitié à ce que l'encre clignote, disparaisse. C'était réel. Merci, Arthur, dis-je. Ma voix était stable.
Tu l'as mérité, a-t-il répondu. Va profiter de ton week-end. Je suis sorti du bureau, le chèque en sécurité dans mon sac. Ma main n'arrêtait pas de toucher le cuir, se rassurant qu'il était toujours là. J'ai eu le réflexe conditionné automatique d'appeler mes parents. Je l'ai écrasé. Qu'est-ce que je dirais même? Je n'avais pas besoin de deviner. Le mois dernier encore, mon père, Grégory, m'avait envoyé par texto un lien vers un programme de MBA. As-tu envisagé des études supérieures comme ton frère Julien a eu son MBA? Il avait aussi une série de contrats de consultation et, pour autant que je sache, mes parents payaient toujours son assurance auto. Mes 85 000 $ seraient bien, un bon début. Avant que la conversation ne tourne inévitablement vers le potentiel de Julien. Mon équipe, mes vrais collègues, ont insisté pour célébrer. Nous sommes allés dans un restaurant de tacos en bas de la rue, bruyant de musique et de fajitas grésillantes. Priya, Gab et Luz, mes partenaires créatifs, ont levé leur verre de bière. À fête, cria Gab. La seule personne qui pourrait rendre une moustiquaire désirable. Nous avons ri. J'ai mangé. J'ai souri. J'ai ressenti une chaleur sincère. Mais après 1 heure, je me suis éclipsé. L'air côtier était vif et humide. Je me suis appuyé contre le mur de briques et j'ai composé le seul numéro que je voulais. La résidence de Nana Ruth. Ici la reine. Sa voix crépitait. Salut, Nana. Fête, ma petite. C'est quoi ce bruit, tu es à une fête? En quelque sorte. On a décroché une grosse campagne. Ça s'est très bien passé. Je lui ai parlé des métriques, de la réaction du client, puis je lui ai parlé de l'enveloppe. J'ai dit le chiffre à voix haute. Ils m'ont donné un bonus, Nana. 85 000 $. Il y a eu un silence net et parfait sur la ligne. Puis elle a simplement dit, eh bien, il était temps qu'il le remarque. Sa voix était rauque. Je suis fier de toi, ma petite. Tu as construit tout ça toute seule. C'était ça. C'était la validation. Merci, Nana. Je voulais juste que tu le saches. Je le sais toujours, dit-elle. Maintenant, retourne voir tes amis. Ne gâche pas une bonne fête. Je suis rentré à la maison, mais le sommeil était impossible. L'argent était sur mon compte d'épargne, et combiné à ce que j'avais déjà agressivement économisé, ce n'était plus seulement un pécule. C'était une issue de secours. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran lumineux dans mon condo sombre. J'ai commencé sur Zillow. C'était un passe-temps passif, une façon de rêver. Je regardais habituellement des lofts minimalistes en ville. Mais la campagne Tidline, toutes ces images de granit et de pin avaient changé quelque chose en moi. Sur une impulsion, j'ai changé la zone de recherche. J'ai tapé iTimber, une petite ville dans la chaîne d'Elcrest. J'y étais passé une fois, à 3 heures de la côte. J'ai fait défiler les chalets en rondins et les ranchs démodés. Et puis je me suis arrêté. C'était un chalet en A, pur, spectaculaire et noir. Tout en angle, un triangle sombre sur un fond de neige et de pin. L'annonce était nouvelle. 3 chambres, 2 salles de bain, une immense terrasse. C'était mis en vente par Elcrest Realty. Il était presque minuit. J'ai trouvé le site web de l'agence et j'ai cliqué sur le numéro, m'attendant à un message enregistré. Elcrest Realty, Maya Linwood à l'appareil. Sa voix était alerte. Professionnelle. Oh, dis-je, surprise. Salut, je m'appelle Fett Stewart. J'appelle à propos du chalet en A sur Kestrel Ridge. Je sais qu'il est incroyablement tard. Les gens de la ville appellent toujours tard, dit-elle, sa voix souriante. C'est quand on a le temps de rêver, non? Cette maison est une beauté. Elle vient d'arriver sur le marché. Je suis à Harborview, dis-je. Je ne peux pas monter avant quelques jours. Pas de problème, dit Maya. Je suis à 10 minutes. Tu veux une visite vidéo maintenant? Mon téléphone a vibré. Une demande FaceTime. J'ai accepté. Le visage de Maya est apparu. Encadré par une capuche de parka. D'accord, faites, achetons une maison. Elle a tourné la caméra. Nous y voilà. Les clés sont dedans. La porte s'est ouverte. Elle a allumé les lumières et j'ai eu le souffle coupé. Tout le mur faisant face à la vallée était en verre.
Le plafond s'élevait jusqu'à une seule pointe acérée, traversée par de lourdes poutres brutes de sciage, la lumière du pain, chaude et dorée, se déversait sur les planchers de bois, se reflétant sur les simples luminaires du plafond. C'est le salon principal, dit Maya, sa voix résonnant légèrement. La cheminée est en pierre, du sol au plafond. Elle m'a fait visiter la cuisine-galerie, la chambre du bas. Elle a monté un escalier en colimaçon jusqu'à une mezzanine qui donnait sur toute la pièce. Chambre d'amis ici aussi, dit-elle. Qu'y a-t-il par les fenêtres? Demandai-je. Les grandes. La vallée, dit-elle. Attends. Elle est redescendue et j'ai entendu le glissement d'une lourde porte vitrée. Une rafale de vent a rempli mon haut-parleur. Ça, dit-elle en sortant. C'est la terrasse. La caméra a balayé. Il faisait sombre, mais je pouvais voir le vaste espace vide. Quelques lumières scintillaient à des milliers de pieds en dessous. La terrasse était énorme, suspendue au-dessus du vide. Elle surplombait une vallée d'un bleu froid. C'était isolé. C'était magnifique. C'est beaucoup, dis-je, ma voix faible. Maya a retourné la caméra vers son visage. Ça l'est. Ce n'est pas une maison pour tout le monde, mais les fondations sont bonnes. Elle est solide. Nous avons raccroché. Je suis resté assise dans le silence de mon condo au mur gris. J'ai fermé les yeux. Je me suis posé la question que j'avais évitée toute ma vie d'adulte. Puis-je m'imaginer me réveiller ici seul et me sentir en sécurité? J'ai imaginé la maison de mon enfance à Maple Bridge, toujours pleine de monde, toujours bourdonnante des besoins de Julian. Un endroit où je me sentais constamment, tranquillement, en insécurité, attendant le prochain effacement. Puis j'ai imaginé le chalet en A, la route unique, la cheminée en pierre, la terrasse fixant le vide. Le silence absolu et profond. La réponse était une chose physique. C'était un relâchement dans ma poitrine, une respiration profonde et lente qui semblait être la première que je prenais depuis des années. Oui. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé de courtier en prêts hypothécaires. Je suis allé en ligne, pour une somme modique, j'ai créé Alicon Pin LLC. Alicon pour l'oiseau mythique qui calme le vent et les vagues. Pin pour les pins qui garderaient la maison. Mon nom ne serait pas sur l'acte de propriété. Mon nom ne serait pas sur les factures. La maison appartiendrait à la LLC. C'était une forteresse. C'était une frontière faite de droit des sociétés. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire professionnel et j'ai viré la totalité des 85 000 $ de bonus plus mes économies. À 9h01, j'ai appelé Maya Linwood. Je fais une offre, dis-je. Tu n'as même pas encore senti l'air d'ici, rit-elle. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir, dis-je. Je fais une offre au comptant, clôture en 21 jours via ma LLC. La professionnelle en elle s'est mise au garde à vous. D'accord, faites, allons-y, j'ai soumis l'offre à 10 000 $ en dessous du prix demandé. Je savais qu'une succession la vendait. Ils voulaient de l'efficacité. Ils ont contre-offert à 5 000 $ de plus. J'ai regardé l'email. Mon doigt a plané au-dessus du clavier. C'était le clic. Je ne demandais pas la permission. Je n'attendais pas une invitation. J'ai tapé « Accepter ». Mes doigts bourdonnaient. Pendant les 3 semaines suivantes, j'étais une machine. Je travaillais ma journée complète chez Redwood Meridian. Ma concentration était absolue. Le soir, je signais des documents numériques, examinais les rapports d'inspection et organisais les virements. Je n'ai rien dit à personne, sauf en attendant la recherche de titres. J'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone. J'ai créé un nouveau fichier. J'ai tapé 4 lignes. Un nouveau credo pour une nouvelle vie. Clé mienne. Adresse privée. Courrier boîte postale. Accès sur invitation seulement. Le jour de la clôture était un vendredi de fin novembre. J'ai signé le dernier document dans un bureau de titre stérile à Harborview. Et les clés, 3 nouvelles clés en laiton aux dents acérées, ont été placées dans ma main. Elles semblaient incroyablement lourdes. J'ai conduit ma berline, pas un camion de déménagement. Le coffre était rempli d'une boîte à outils empruntée, de 2 oreillers en duvet, d'un nouveau sac de couchage et d'un sac de sport plein de vêtements. Sur le siège passager, j'avais un grand thermos de café noir et mon téléphone. La playlist que j'avais faite pour les 3 heures de route s'appelait « Décembre différent ». Elle était entièrement instrumentale, pleine de violoncelle et de piano calme. C'était le son d'un but.
Le soleil se couchait quand je suis arrivé sur le chemin de gravier. Le chalet en a été une ombre noire et nette contre un ciel violet meurtri. Je suis sorti de la voiture et le froid m'a frappé. C'était un froid propre et de haute altitude qui sentait le pin et la neige. J'ai utilisé une des nouvelles clés. Le déclic du pêne dormant qui se rétractait a résonné. Je me suis tenu dans l'entrée. La maison était vide, caverneuse, et sentait l'air vicié et le cèdre. Mes pas résonnaient sur les planchers de bois franc. Ma première nuit, je n'ai même pas essayé d'installer un lit. J'ai gonflé un matelas pneumatique et j'ai jeté le sac de couchage dessus. En plein milieu du grand salon, face au mur de verre et à la cheminée en pierre. Il faisait si froid. Je pouvais voir mon souffle se condenser dans le clair de lune. J'ai trouvé la vanne de gaz pour la cheminée, et après quelques essais, une ligne de flamme bleue a pris vie. Elle a commencé à chauffer la pierre, mais le verre aspirait la chaleur. Je suis resté là, entièrement habillé dans le sac de couchage, et une étrange douleur creuse s'est installée dans ma poitrine. C'était la douleur d'être la seule adulte dans la pièce. Il n'y avait personne à appeler à l'aide, personne à qui poser des questions sur le chauffage, personne à blâmer. La sécurité, la chaleur, toute la réalité physique de l'heure suivante était mon problème à résoudre. Pour la première fois, cette connaissance ne me semblait pas un fardeau. Elle me semblait être une fondation. Je me suis endormi en regardant les flammes. Mon souffle a lentement cessé de se condenser. Ma vie s'est divisée en deux. En semaine, j'étais à Harborview, vive et concentrée, dirigeant des réunions chez Redwood Meridian. Mais à 17h pile, j'étais dans ma voiture, conduisant les 3 heures jusqu'à la montagne. Je travaillais jusqu'à ce que mes yeux ne puissent plus rester ouverts, dormais sur le matelas pneumatique, me réveillais à 5 heures du matin et retournais en ville. J'étais alimenté par le café et l'adrénaline. Ces premières semaines ont été un montage de pur travail physique. Les armoires de cuisine étaient d'un cerisier sombre et démodé. J'ai passé tout un week-end à les poncer. La sueur de bois s'est insinuée dans mes cils, dans mes cheveux, sous mes ongles. Mes épaules me brûlaient. Mais alors que la teinture foncée laissait place à un bois pâle et brut, j'avais l'impression de retirer une couche de ma propre peau, exposant quelque chose de nouveau. Je détestais les luminaires. C'étaient des globes en laiton et en verre de qualité constructeur qui projetaient une lumière jaune maladive. J'ai acheté un éclairage sur rail noir et élégant en ligne. J'ai passé une nuit entière de mardi sur une échelle, les bras endoloris, étudiant les schémas de câblage sur mon téléphone. Quand j'ai actionné le disjoncteur et que les nouvelles ampoules blanches ont inondé la cuisine d'une lumière propre, j'ai failli pleurer de satisfaction. Le travail le plus important était les serrures. Les anciens pênes dormants étaient fragiles. J'ai commandé des serrures intelligentes robustes, du genre que l'on peut contrôler avec son téléphone. J'ai creusé les cadres de porte pour y adapter les nouvelles gâches renforcées. J'ai installé les claviers, défini un nouveau code maître connu de moi seul et activé le journal des entrées. Le tinc décisif et solide du nouveau pêne glissant en place était le son de la sécurité absolue. La livraison de mes meubles a commencé. J'ai acheté un vrai matelas, un canapé profond, puis j'ai commandé 2 cadres de lit en bois simples identiques. Je les ai fait livrer dans les 2 chambres d'amis à l'étage. Je les ai assemblés moi-même avec une clé Allen et un petit marteau. J'ai assemblé chaque pièce. J'ai serré chaque boulon. Ce n'étaient pas des chambres pour une famille que j'étais obligé d'accueillir. Ce n'étaient pas des sanctuaires aux réalisations de quelqu'un d'autre. Je construisais ces lits de mes propres mains parce que je voulais choisir qui pourrait rester. Je voulais construire un endroit pour les gens qui, comme moi, avaient passé trop de vacances à se sentir comme une pensée après coup. J'ai fait les lits avec des draps en flanelle et des couettes épaisses. Je me suis tenu dans l'embrasure de la première chambre terminée et, un instant, j'ai juste respiré. La terrasse était mon sanctuaire. Une nuit claire et glaciale, j'ai pris 300 pieds de guirlandes lumineuses blanchot et je les ai enroulées autour de toute la balustrade. Cela a pris des heures. Mes doigts sont devenus engourdis, mais quand j'ai eu fini, j'ai branché la rallonge. La terrasse brillait dans le noir absolu de la montagne. On aurait dit un navire flottant dans l'obscurité. Je suis resté là, une tasse de thé à la main, et j'ai regardé la vallée. C'était une forme vaste et sombre, quelques lumières lointaines scintillant comme des étoiles. Le contour de la carte m'est revenu en mémoire. La vallée ressemblait à un animal endormi, et ma maison était une petite lumière chaude qui veillait sur elle. Le samedi suivant, j'ai fait ma première vraie course à l'épicerie de High Timber. La ville était une rue principale, nichée dans le col.
Le magasin était petit, mais il y avait de tout. Au moment de payer, la caissière, une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux bienveillants, a désigné ma pile de café, d'œufs et de produits de nettoyage. « Vous emménagez quelque part ?» a-t-elle demandé. « Oui, dis-je. Je viens de signer pour le chalet en A sur Kestrel Ridge. » Ses yeux se sont illuminés de reconnaissance. « Oh, le chalet en A en cèdre. C'est vous qui l'avez eu. Cet endroit a de bonnes bases. » On se demandait tous qui allait enfin lui donner un peu d'amour. « J'essaie, dis-je en souriant. »« Eh bien, bienvenue à High Timber, » dit-elle en emballant mes courses. « Nous sommes heureux de vous avoir. » C'était un simple échange. Il a duré peut-être 30 secondes, mais c'était la première fois que l'on me souhaitait la bienvenue quelque part. Je n'étais pas une extension de Julien ou une visiteuse temporaire. J'étais la nouvelle propriétaire. J'avais de bonnes bases. La maison était prête pour un test. Je devais savoir si elle pouvait contenir de la joie ou si ce n'était qu'une forteresse. J'ai invité Priya, Gab et Luz pour un week-end d'essai. C'étaient mes amis du travail, ceux qui étaient devenus de vrais amis, ceux qui avaient célébré mon bonus avec des tacos et sans aucune jalousie. Ils sont arrivés un vendredi soir, tapant la neige de leurs bottes, les bras chargés de jeux de société et d'un sac d'épicerie. Nous avons apporté les ingrédients pour le chili de ma grand-mère, a annoncé Priya. Gab est notre coupeur de légumes désigné. Luz s'occupe du pain de maïs. Ma cuisine propre, repeinte et bien éclairée, c'est rempli de bruit, du son des légumes coupés, des oignons grésillants, de 3 personnes se disputant joyeusement pour savoir à quel jeu de société jouer en premier. Nous avons mangé le chili assis par terre autour de la table basse parce que ma table de salle à manger n'était pas encore arrivée, puis nous avons joué. Des rires, de vrais rires, bruyants et sans retenue, ont ricoché sur le haut plafond à poutres apparentes. C'était une preuve douce et chaleureuse. Cette maison pouvait le supporter. Ce n'était pas seulement mon endroit calme. Ça pouvait être notre endroit calme. Le lendemain matin, je me suis assise sur la terrasse avec mon café, en regardant le lever du soleil. Priya est sortie, enveloppée dans une couverture, et s'est simplement assise à côté de moi. Nous n'avons pas parlé pendant 10 minutes. « Faites, dit-elle enfin. Cet endroit est magique. » Avant leur départ, j'ai fait faire à Nana Ruth sa visite officielle. J'ai parcouru la maison avec mon téléphone en FaceTime, lui montrant tout. « Voici la nouvelle cuisine, dis-je, en balayant les comptoirs. J'ai peint les armoires, et regarde ce carrelage de crédence que les anciens propriétaires ont laissé. Je l'aime bien, en fait. Mon Dieu, ma petite, crépita-t-elle. On dirait des bonbons en ruban, du genre à l'ancienne, mais tu as raison. C'est joyeux. Je lui ai montré la cheminée, la mezzanine et enfin la terrasse. J'ai tourné la caméra vers la vue. Elle a sifflé. Eh bien, dit-elle. Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Tu as construit ta propre montagne. Sa voix était épaisse. Je suis fier de toi. Faites. Merci, Nana, dis-je, la gorge serrée. C'est un début. Ce soir-là, après le départ de mes amis et le retour au calme de la maison, j'ai ressenti une nouvelle sorte de paix. Le silence n'était pas vide. Il était plein. Chargé du souvenir des rires, je me suis blotti sur le canapé près du feu. J'ai ouvert mon Instagram privé, celui que je gardais juste pour moi et une poignée d'amis. J'ai fait défiler, en réfléchissant. Puis j'ai posté 3 photos. La première était la terrasse, prise ce matin-là. Le brouillard s'était installé dans la vallée en contrebas, la faisant ressembler à un océan de nuages, le soleil perçant juste la crête lointaine. La deuxième était un gros plan de ma tasse préférée, pleine de café, posée sur le bras du canapé, la pierre du foyer floue à l'arrière-plan. La troisième n'était qu'un coin de la cheminée, les flammes vives et chaudes. J'ai longtemps réfléchi à la légende. Finalement, j'ai tapé 5 mots simples, je me suis acheté un endroit calme, j'ai appuyé sur « Publier », puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi. J'ai rallumé mon téléphone le lendemain matin. La maison était merveilleusement calme, l'odeur du café frais se mêlant à l'air froid des pins. J'avais dormi 9 heures d'un sommeil profond et sans rêve. Je me sentais, pour la première fois de ma vie d'adulte, complètement installé. Puis j'ai regardé l'écran. Il brillait. Une cascade de notifications, toutes empilées les unes sur les autres, toutes provenant d'une seule source. Le groupe de discussion, mis à jour de la famille Stehar.
C'était un cimetière numérique. C'était un endroit où mon père publiait occasionnellement des articles sur les rendements obligataires où une tante que je connaissais à peine partageait des photos floues d'un rosier. Il était presque toujours en sommeil. Aujourd'hui, il était en feu. Mon téléphone vibrait sur la table en bois avec la force d'un nid de frelons en colère. Je l'ai ouvert. Le silence de la pièce semblait fragile. Quelqu'un, probablement ma mère, avait fait une capture d'écran de ma publication Instagram privée et l'avait collée directement dans le chat. La photo de ma terrasse. Sereine à l'aube. La légende. Je me suis acheté un endroit calme. Le premier texto venait d'une tante. À qui est cette maison? Elle est magnifique. Un autre cousin. Où es-tu allé, fête? Les montagnes. Et puis la charge utile. Celle qui a changé le temps dans la pièce. C'était de ma mère, Céleste. Son ton était vif, joyeux et absolument terrifiant. Excellente nouvelle, tout le monde. Faites à acheter un merveilleux refuge à la montagne. C'est le moment idéal. Comme vous le savez, Julien et Belle ont besoin de beaucoup plus d'espace avec le bébé en route et leur bail se termine. Nous apporterons leurs affaires de chambre d'enfant ce vendredi. Tellement béni. J'ai lu les mots, puis je les ai relus. Nous apporterons leurs affaires ce vendredi. J'ai failli rire. C'était si absurde. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas, faites, félicitations. Quelle belle maison. Pourrais-tu envisager? C'était une proclamation, une affaire conclue. Ma nouvelle maison, celle que j'avais payée avec 6 mois de semaine de travail de 60 heures, celle que j'avais poncée, peinte et sécurisée de mes propres mains endolories, venait d'être déclarée colonie de la couronne pour la République de Julien. Avant même que je puisse traiter la violation, mon père, Grégory, est intervenu. Son texto est arrivé avec la sécheresse d'un avertissement légal. Il est généralement prudent de consulter la famille avant de faire des achats de cette ampleur. Faites, nous devons discuter des implications fiscales et de la responsabilité. Nous, pas toi. Et puis la ponctuation finale parfaite, Julien. Sa réponse était un simple emoji pouce levé triomphant. Il a été suivi une seconde plus tard par une photographie. C'était une photo prise à l'intérieur d'un entrepôt Huol. Au premier plan se trouvaient des dizaines de boîtes en carton aplaties empilées. Griffonné sur le dessus de l'une d'elles, en gros marqueur noir, un mot, nursery. J'ai posé le téléphone sur la table. Mon cœur, qui aurait dû marteler contre mes côtes, était étrangement calme. Mais mes mains, qui avaient été enroulées autour de ma tasse de café chaud, étaient soudainement, douloureusement froides. La chaleur de la céramique ne semblait pas pouvoir atteindre la peau. Ce n'était pas un malentendu. C'était une annexion. Ils ont vu mon endroit calme, ma paix durement acquise. Et en l'espace de 10 minutes, ils l'avaient résonné en annexe de Julien. Ils emménageaient déjà. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto solo de maman. La discussion de groupe était l'annonce publique. Ceci était la directive privée. Faites, je suis si contente que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. C'est un tel soulagement. Maintenant, Noël est chez toi. C'est réglé. Ce n'est pas négociable. Nous avons hâte de le voir. Et ne t'inquiète pas pour quoi que ce soit. Nous couvrirons toutes les courses. L'audace a coupé le souffle de « non négociable », comme si elle était mon PDG, pas la mère qui m'avait systématiquement oublié pendant 2 décennies. L'offre de couvrir les courses était le coup de maître. C'était la manœuvre classique des steuards, faire une demande scandaleuse et invasive, puis l'adoucir avec une offre de générosité mesquine et insultante, comme si payer pour un sac de pommes de terre et une dinde leur donnait des droits sur mon acte de propriété. Je suis resté assise là. J'ai pensé à toutes les façons dont je pouvais répondre. Les manières polies, les reports, je suis désolé, ça ne me convient pas vraiment. La maison n'est pas prête pour les invités. Peut-être qu'on pourra en parler une autre fois. Toutes les phrases douces et accommodantes que j'avais été formé à utiliser, toutes les phrases qui signifiaient. S'il vous plaît, marchez-moi dessus, mais laissez-moi prétendre que j'ai mon mot à dire. Je les ai supprimés. J'ai tapé 3 mots. Non, j'ai d'autres projets. J'ai appuyé sur envoyer. La petite bulle bleue est restée là, dans l'historique du chat, cru et final. C'étaient les 3 mots les plus lourds que j'ai jamais écrits. Cela a pris moins de 2 minutes. Mon téléphone n'a pas vibré avec un texto.
Il a sonné bruyamment. Le nom de mon père, Gregory Stewart, a illuminé l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois. J'ai pris une lente inspiration, goûtant l'amande poivrée de montée du matin. J'ai appuyé sur accepter. Je n'ai pas dit « Salut, papa ». J'ai dit « Allô ». Faites. Sa voix était celle qu'il utilisait pour les réunions du conseil d'administration, celle qui impliquait qu'il était raisonnable et calme, et que tout le monde était hystérique et stupide. Je viens de voir ton texto à ta mère. Elle est très contrariée. J'ai attendu. Le silence est mon terrain maintenant, dans ma maison. Il a continué, l'agacement s'insinuant dans sa voix quand je ne me suis pas immédiatement excusé. Ce n'est pas un jeu. Le bail de ton frère se termine. Tu es allé acheter une maison de 3 chambres. C'est un simple alignement des ressources. Sois utile. Sois utile. Pas, sois gentille. Pas, sois généreuse. Pas, sois une famille. Sois utile. Je n'étais pas sa fille. J'étais une ressource, un poste budgétaire, une chambre d'amis dans le portefeuille en expansion de la famille. J'ai gardé ma voix parfaitement égale, correspondant à son flegme d'entreprise. Je comprends la situation de Julien. Cependant, ma maison n'est pas une solution pour lui. Personne n'emménage. C'est définitif, ai-je ajouté par courtoisie. S'il vous plaît, ne venez pas sans y être invité. Il y a eu un silence froid et vif à l'autre bout du fil. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. Je n'avais jamais utilisé le mot « définitif ». Je l'ai entendu souffler, un son court et sec d'offense pure. Il n'était pas en colère. Il était insulté. On verra ça, faites, a-t-il dit. La ligne a cliqué. Il m'avait raccroché au nez. Mes mains n'étaient plus froides. Elles bougeaient. Je suis allé sur le chat de groupe des mises à jour de la famille Stewart. Capture d'écran. Je suis allé sur le message texte solo de ma mère. Capture d'écran. Ma réponse de 3 mots. Capture d'écran. J'ai ouvert mon journal d'appel montrant l'appel entrant de Gregory Stewart et sa durée. Capture d'écran. J'ai ouvert le dossier sécurisé sur mon cloud, celui que j'utilisais pour les contrats de travail. J'ai créé un nouveau sous-dossier crypté. Je l'ai nommé « Limite de la terrasse ». J'ai téléchargé chaque image. Ce n'était pas un désaccord familial. C'était une prise de contrôle hostile. Et je construisais mon dossier. Mon téléphone a de nouveau sonné. J'ai sursauté, supposant que c'était ma mère, prête pour l'assaut émotionnel. Mais c'était Nana Ruth. J'ai laissé échapper le souffle que je retenais et j'ai répondu. Ma voix soudainement douce. « Salut, Nana. Je viens de raccrocher avec ta mère, dit-elle. Sans préambule. Nana Ruth n'utilisait jamais de préambule. Elle considérait que c'était une perte de temps. Elle est en larmes, elle pleure. Elle dit que tu as acheté un manoir dans les montagnes et que tu l'as enfermé dehors. Elle dit que tu ne les laisses même pas venir pour Noël. J'ai posté une photo hier soir, Nana, dis-je, ma voix plate. J'ai acheté un petit chalet en A. En moins d'1 heure, ils avaient décidé, sans me le demander, d'y faire emménager Julien et Belle vendredi. Nana Ruth a fait un bruit. C'était un grognement court et sec de dérision. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Un vide déteste être vide, et ta famille déteste te voir avoir une seule chose qui ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, pour eux. Ne te laisse pas intimider, ma petite. Je n'ai pas l'intention de le faire, dis-je, en regardant le dossier et limite de la terrasse sur mon écran d'ordinateur portable. Bien. Tu ne leur dois rien. Tu ne leur dois pas de vacances. Tu ne leur dois pas de chambre d'amis. Et tu ne leur dois certainement pas d'explications sur ta propre vie. Elle a fait une pause. Et j'ai entendu le tintement de la glace dans un verre. Mais je les connais. Ils vont quand même venir en voiture. Tes parents. Ils pensent que non n'est qu'une suggestion. Ils pensent que c'est l'offre d'ouverture dans une négociation qu'ils gagnent toujours. Alors, laisse-moi être très clair avec toi, faites. Si ces voitures arrivent dans ton allée, tu n'ouvres pas cette porte. Tu la verrouilles. Tu vérifies qu'elle est verrouillée et tu appelles le shérif local. Tu leur dis que tu as des intrus non invités sur ta propriété. Tu me comprends? Les mots « shérif » et « intrus » flottaient dans l'air froid des pins de mon salon. C'était une escalade choquante, brutale,
et en même temps, c'était la validation la plus profonde que j'ai jamais reçue. Elle le voyait. Elle les voyait exactement pour ce qu'ils étaient. Je comprends, Nana. Bien, dit-elle à nouveau. Profite de cette maison. Tu l'as méritée. Maintenant, envoie-moi une photo de cette crédence en bonbons. Je veux la voir par moi-même. Nous avons raccroché. J'ai regardé par la paroi de vers la vallée, vaste et silencieuse. La crainte était toujours là. Un œuf froid dans mon estomac, mais ce n'était pas de la panique. C'était la concentration froide et lucide d'un stratège le premier jour d'une campagne très longue et très nécessaire. Ils avaient fait leur mouvement. Maintenant, c'était à mon tour. Les paroles de Nana Ruth étaient un lest. Appelle le shérif. Mais j'étais une stratège. Je savais qu'on n'appelait pas simplement le shérif. On ne faisait pas un appel paniqué et hystérique qui pourrait être rejeté comme une dispute de famille. On préparait d'abord le terrain. On présentait un ensemble de faits si froids et durs qu'ils ne pouvaient pas être contestés, seulement reconnus. La voix de mon père résonnait dans ma tête, sois utile. Il était sur le point de découvrir à quel point je pouvais être utile, mais pas de la manière qu'il avait prévue. La terreur de leur texto était une chose physique, une pression froide dans ma poitrine. Mais mon esprit était déjà en mouvement. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier, limite de la terrasse, était minimisé sur l'écran. Je n'ai pas cherché, conseiller familial, ou, médiateur. J'ai cherché, litige immobilier iTimber. Le premier résultat était un cabinet, Winters Légal. Le site web était minimaliste, tout en gris et noir avec des photos nettes en haute résolution de granit et de glace. Le slogan était, clarté, stratégie, résolution. Le nom de l'avocate principale était Sable Winters. J'ai appelé son bureau à 9 h du matin le lendemain. J'étais encore dans les montagnes. L'idée de retourner à Harborview et de laisser ma maison sans défense était impossible. La réceptionniste m'a mise en attente moins de 10 secondes. Sable Winters. Sa voix était comme son site web, claire, froide et sans inflexion. Madame Winters. Je m'appelle Fed Stewart. Je suis la nouvelle propriétaire de la propriété à Kestrel Ridge sous la LLC Alicompine. J'ai besoin d'une consultation d'1 heure concernant les droits d'intrusion et d'occupation. Je suis disponible aujourd'hui. Il y a eu un léger tapotement de clavier. Je peux vous voir à 14 h. Apportez votre accord d'exploitation de la LLC et votre acte de propriété. La ligne a cliqué. J'ai passé les 4 heures suivantes à organiser mon dossier, limite de la terrasse. J'ai imprimé les textos de la discussion de groupe. J'ai imprimé la demande non négociable de ma mère. J'ai imprimé la photo que Julien avait envoyée des boîtes marquées « Nursery ». Je les ai mis dans un dossier noir impeccable. Le bureau de Sable Winters se trouvait dans la rue principale de iTimber, au-dessus du magasin d'équipement haut de gamme. Le bureau lui-même était silencieux. Les murs étaient d'un gris anthracite profond. Il n'y avait pas de photos de famille, pas de diplôme, juste 2 grandes peintures abstraites d'une forêt en hiver. C'était une femme d'une 40aine d'années, vive et précise dans une robe en laine foncée. Elle ne m'a pas serré la main. Elle a désigné la chaise. Madame Stewart, vous avez un problème de propriété. J'ai un problème familial qui tente de devenir un problème de propriété, dis-je. J'ai placé le dossier noir sur son bureau poli. Ma famille croit qu'elle emménage dans ma nouvelle maison vendredi. Je ne veux pas de là-bas. Je lui ai tout exposé. L'histoire de l'effacement racontée en 5 minutes concises. L'achat de la maison, la publication Instagram, puis le déluge de textos. Elle a lu chaque capture d'écran. Son expression n'a pas changé. Elle n'a pas grimacé, ni soupiré, ni offert de sympathie. C'était une scientifique examinant des données. Quand elle a fini, elle a levé les yeux vers moi, son regard analytique. Ce n'est pas, dit-elle, une histoire rare ici. L'argent, le sentiment de tout mériter et les résidences secondaires. C'est un mélange combustible. Elle a tapoté la capture d'écran de ma mère. Ceci est présomptueux. Elle a tapoté la photo de Julien. Ceci est de la complicité. Et ceci, elle a tapoté le texto de mon père, est une tentative de coercition économique. J'ai ressenti une vague de soulagement soudaine et vertigineuse. C'était le soulagement d'être vu. Elle ne m'avait pas qualifié de dramatique. Elle n'avait pas dit, mais c'est ta famille.
Elle avait diagnostiqué la menace avec une précision chirurgicale. Vous avez deux choses en votre faveur, Madame Stewart, continua-t-elle. Premièrement, vous avez été incroyablement intelligente d'acheter sous la LLC. Ali Compine possède la maison. Vous n'êtes que son membre gérant. Cela fournit une couche cruciale de distance juridique. Deuxièmement, vous leur avez donné un avis écrit clair de non. Votre position est sans ambiguïté. Quelle est la prochaine étape? Demandai-je. Ma grand-mère m'a dit d'appeler le shérif s'il se présente. Votre grand-mère a raison, dit Sable. Mais nous allons optimiser cet appel. Nous allons déposer une lettre formelle de non-intrusion auprès du bureau du shérif du comté, avec effet immédiat. Elle nommera Gregory Stewart, Céleste Stewart et Julian Stewart. Elle sera enregistrée contre votre numéro de parcelle. De cette façon, si vous devez appeler, vous n'êtes pas une fille hystérique. Vous êtes la représentante d'une LLC signalant une violation d'un avis juridique enregistré. La police déteste l'ambiguïté. Nous allons la supprimer. Pendant 1 heure, nous avons construit la forteresse. Nous avons rédigé la lettre. Elle était polie, formelle et terrifiante. Elle citait le numéro de parcelle et le nom de la LLC. Elle déclarait que les personnes nommées n'étaient pas autorisées sur la propriété à aucun moment et que leur présence serait considérée comme une intrusion criminelle. Je ferai déposer et enregistrer ceci avant 16 heures aujourd'hui. Dit Sable en la glissant dans un dossier. Une copie sera envoyée au bureau de service du shérif. Quoi d'autre, demandai-je, ma voix gagnant en force. Vous êtes une stratège, dit Sable en regardant mon formulaire d'admission. Donc, vous savez que la prochaine étape est de renforcer votre périmètre. Je suis parti de son bureau, non pas pour rentrer chez moi, mais pour aller à la quincaillerie de la ville voisine. J'ai acheté une nouvelle gâche robuste et une boîte de vis à bois de 3 pouces. De retour au chalet en A, j'ai commencé mon propre manuel pratique. Je suis allé sur mon ordinateur portable. J'avais installé des caméras extérieures dès que j'avais acheté la maison, des modèles simples. Maintenant, je me suis connecté au panneau d'administration. J'ai orienté celle près de l'allée pour obtenir une photo parfaite et claire de l'approche en gravier et de toutes les plaques d'immatriculation. J'ai orienté la caméra du Porsche pour capturer chaque centimètre de la porte d'entrée. J'ai activé l'enregistrement audio. J'ai téléchargé l'application de journal d'entrée qui se synchronisait avec mes serrures intelligentes, me donnant un enregistrement seconde par seconde de chaque code essayé, de chaque tentative infructueuse, de chaque entrée réussie. J'ai changé mon propre code maître, juste au cas où. Puis j'ai ouvert un nouveau document. J'ai tapé « Politique des invités Ali Compine LLC ». J'ai écrit « 1. Tous les invités sont autorisés sur invitation écrite uniquement, avec des dates spécifiques. 2. Aucune invitation ne sera considérée comme permanente ou ouverte. 3. Aucune sous-location, cohabitation ou transfert de courrier n'est autorisé. 4. Aucune exception pour les animaux de compagnie. 5. Toute tentative d'accès à la propriété sans code ou clé autorisée sera enregistrée et signalée. C'était froid. C'était corporatif. C'était parfait. Je l'ai imprimé sur du papier cartonné épais de couleur crème. Je suis allé au placard de l'entrée, celui où un invité pourrait accrocher son manteau, et je l'ai affiché à l'intérieur de la porte. Mes défenses étaient superposées. D'abord, la LLC. L'acte de propriété était privé, protégé. Mes factures étaient toutes au nom de Ali Compine. Mon courrier était acheminé vers une boîte postale privée à High Timber. C'était mon armure corporative. Deuxièmement, les défenses physiques, les serrures intelligentes, les portes renforcées, les caméras qui enregistraient tout. Troisièmement, la défense légale, la lettre de non-intrusion, déposée et en attente. Maintenant, il ne restait plus que la déclaration. Je me suis assise à ma nouvelle table de salle à manger, celle que j'avais assemblée moi-même, et je me suis souvenu du dernier conseil de Sable. Ils vous appelleront, avait-elle dit en se levant pour signaler la fin de notre heure. Ils pleureront. Ils menaceront. Ils vous diront que vous détruisez la famille. Vous serez tenté de discuter avec eux sur le porche. C'est le piège. C'est là qu'ils peuvent prétendre à une confusion ou à un malentendu, ou que vous avez perdu la tête. Vous ne devez pas vous engager. Vous êtes le membre gérant d'une société. C'est une décision commerciale. À partir de maintenant, vous communiquez avec des faits, pas des sentiments. J'ai ouvert ma messagerie. J'ai commencé un nouveau message.
J'ai tapé leurs 3 adresses e-mail, Grégory, Céleste, Julien. Dans le champ CCI, j'ai tapé « Sable Winters Legal Com ». L'objet était « Projet de Noël propriété de Kestrel Ridge ». J'ai écrit « Cher Grégory, Céleste et Julien, merci pour votre enthousiasme concernant ma nouvelle propriété. Pour clarifier la situation et s'assurer qu'il n'y a pas de malentendu, la maison n'est pas disponible pour des visites ou pour recevoir pendant les fêtes. C'est une résidence privée et elle n'est pas ouverte aux invités, ni disponible pour que quiconque emménage. J'ai déjà d'autres projets privés pour les vacances de Noël. Veuillez ne pas vous rendre à High Timber car je ne pourrai pas vous accueillir. Toute tentative d'accès à la propriété sera refusée. J'espère que cela clarifie la situation. Je n'ai pas écrit « amicalement, faites ». J'ai écrit « cordialement, faites Stewart, membre gérant, Alicompin LLC ». J'ai appuyé sur « Envoyer ». Le silence qui a suivi a été immédiat et profond. Mon téléphone, qui vibrait de leur demande, est devenu complètement silencieux. La discussion de groupe était une tombe. C'était le bruit du ressac se retirant complètement, rassemblant ses forces avant la vague. Je me suis levé. Je suis allé à la porte latérale, celle de la cuisine. J'ai pris ma perceuse et la petite boîte de la quincaillerie. J'ai dévissé les vis ridiculement bon marché d'un demi-pouce qui maintenait la fine gâche en laiton en place. J'ai ajusté la nouvelle plaque en acier épais dans l'espace que j'avais creusé. J'ai pris les nouvelles vis de 3 pouces. J'ai vissé la première dans le bois. Elle a mordu au-delà de la garniture, au-delà du montant, et s'est enfoncée profondément dans le poteau de X4 qui encadrait la maison elle-même. J'ai vissé les 2 autres. J'ai fermé la porte. J'ai verrouillé le pêne dormant. Il a fait un petit clic décisif et final. C'était le son d'un « non » forgé dans l'acier. 23 décembre. Il était 19h42. J'étais dans le grand salon près du feu, un livre ouvert sur mes genoux. La maison était silencieuse, chaude et sécurisée. Mon téléphone posé sur la table d'appoint a vibré une fois. Pas un texto. Une notification de l'application de la caméra, mouvement détecté dans l'allée. J'ai posé mon livre. Mon cœur n'a pas bondi. Il a juste commencé à battre. Un rythme lent, lourd et délibéré. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone. L'image était granuleuse. En noir et blanc à cause de l'infrarouge, mais parfaitement claire. 2 phares fendant l'obscurité, rampant sur mon allée de gravier. Il n'allait pas vite. Il se déplaçait avec un but. Un grand SUV sombre. Il s'est arrêté à 20 pieds de la maison. Les portes se sont ouvertes. Ma mère, Céleste, est sortie du côté passager, serrant son manteau. Mon père, Grégory, est sorti du siège conducteur. Il se tenait raide, inspectant la maison comme si c'était un siège social hostile. De l'arrière, Julien s'est déplié, attrapant déjà des bagages. Et puis, Belle, sa femme très enceinte, se déplaçant avec la lente prudence douloureuse de son 3e trimestre. Ils avaient des valises, 4 d'entre elles. Julien les a posées sur le gravier. Puis il a replongé dans le SUV et en a sorti un berceau pliable. Il l'a ouvert d'un coup de poignet. Et puis une 5e personne est sortie, un homme en veste de travail que je ne reconnaissais pas. Il portait une longue boîte à outils en métal. Il avait l'air d'avoir froid et d'être embarrassé. Ils ont commencé à marcher vers mon Porsche. Mon téléphone a de nouveau sonné. Mouvement détecté sur le Porsche. Je les ai regardés, les 4, et le serrurier. Ma famille était arrivée avec des valises, un berceau et, incroyablement, un homme qu'ils avaient engagé pour s'introduire chez moi. La comédie noire de la situation était si sombre qu'elle en était presque brillante. Ils n'avaient pas seulement ignoré mon « non ». Ils avaient planifié, budgétisé et exécuté une stratégie pour le surmonter. La sonnette a retenti. Le son numérique aigu a résonné dans la pièce chaude et silencieuse. Je ne me suis pas levé. Je ne suis pas allé à la porte. J'ai appuyé sur l'icône « Parler » de l'application. Ma voix, amplifiée par le petit haut-parleur sur le Porsche, a fendu l'air glacial de la nuit. Elle semblait métallique et inhumaine. C'est une propriété privée. Ce n'est pas autorisé. Veuillez partir. Ma mère Céleste a sursauté. Elle a regardé autour d'elle, confuse, avant de réaliser que la voix venait de la sonnette elle-même. Elle s'est précipitée vers la caméra, son visage se profilant, déformé par l'objectif grand angle.
Sa voix était une fontaine d'inquiétude sucrée. Faites, ma chérie, ouvre. Il fait un froid de canard ici. Ne sois pas idiote. Nous avons conduit pendant des heures. Nous avons apporté un jambon fumé. Un jambon, comme si c'était un mot de passe. Comme si c'était le prix d'entrée. J'ai regardé, silencieuse. Le serrurier a regardé mon père, qui a fait un geste impatient vers la porte. C'est la serrure intelligente. La noire, a dit Grégory. Le serrurier a soupiré, s'est agenouillé et a commencé à déballer ses outils. Il a sorti une perceuse. C'était ça. C'était la limite. Mes doigts étaient froids, mais parfaitement stables. Je suis allé dans la liste de contacts de mon téléphone. J'ai appuyé sur l'entrée de la ligne non urgente du shérif de High Timber. Centrale du comté. La voix était calme, un peu ennuyée. Bonjour, dis-je, ma propre voix basse et claire. Je m'appelle Fett Stewart. Je suis le membre gérant de Alicompine LLC, situé à Kestrel Ridge. Je signale une intrusion active. J'ai une lettre de non-intrusion déposée, numéro d'enregistrement 309B, pour cette parcelle. Les personnes nommées dans la lettre, Grégory, Céleste et Julian Stewart, sont actuellement sur mon porche. J'ai fait une pause, puis j'ai donné le fait crucial. Ils ont amené un serrurier et tentent en ce moment de percer mon pen dormant. Il y a eu un changement radical dans le ton du répartiteur. Ils tentent activement d'entrer ? Madame, êtes-vous en sécurité dans la maison ? Je suis en sécurité, dis-je. Les portes sont renforcées, mais ils s'introduisent illégalement et tentent de détruire la propriété. Une voiture de patrouille est en route, a dit le répartiteur. Votre numéro de parcelle est dans nos dossiers. Veuillez rester à l'intérieur et ne pas vous engager avec eux. J'ai raccroché. Je suis retourné à l'application de la caméra. Le serrurier travaillait, sa perceuse vrombissant contre le montant métallique renforcé que j'avais installé. Ça ne bougeait pas Julian, tout en frustration refoulée et en sentiment de droit, s'est avancé. C'est ridicule. Il a frappé fort du poing sur le cadre de la porte en bois massif. Le son a vibré à travers le sol de ma maison, un bruit sourd et physique. Faites, a-t-il crié. Arrête de faire ta dramatique. On est là. Le plan est fixé. Ouvre juste la porte. J'ai vu Belle grimacer, un resserrement brusque et douloureux de son visage. Elle se tenait en retrait près des valises, se frottant le ventre. Elle a chuchoté, sa voix trop basse pour le microphone, mais son expression claire. Julian, arrête. S'il te plaît, Julian, arrête. Il l'a ignoré. Il était sur le point de frapper à nouveau la porte quand le monde s'est illuminé de rouge et de bleu. Une voiture de patrouille a crissé sur le gravier, ses phares épinglant tout le groupe dans un éclat blanc et dur. Ma famille s'est figée. Ils ressemblaient à des acteurs pris sur scène lorsque le mauvais rideau s'est levé. Le serrurier a laissé tomber sa perceuse. Un adjoint est sorti de la voiture. Il était grand, son chapeau tiré bas. Il n'avait pas l'air amusé. Il a marché calmement sur le porche. Bonsoir, les gens. Sa voix a retenti. Sacrée fête. Quel semble être le problème ici ? Ma mère, Céleste, s'est instantanément transformée. Elle est devenue la matriarche, la victime. Ses mains jointes sur sa poitrine. Oh, Dieu merci. Officier, c'est un terrible, terrible malentendu. C'est la maison de notre fille. Nous avons conduit tout ce chemin pour Noël. Et elle, eh bien, elle n'est pas bien. Elle s'est enfermée. Nous essayons juste d'arriver jusqu'à elle. Nous sommes si inquiets. L'adjoint a regardé ma mère. Il a regardé les valises. Il a regardé le berceau. Il a regardé les outils du serrurier éparpillés sur le porche. Je vois, dit-il. Il a fait un petit pas en arrière. Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité de vous tous. S'il vous plaît. Mon père Grégory s'est raidi. Je ne vois pas pourquoi c'est nécessaire. C'est une affaire de famille. Je vois une affaire de propriété, monsieur. Pièce d'identité. Maintenant. Un par un, ils ont remis leur permis de conduire. L'adjoint a regardé chacun d'eux sous sa lampe de poche. Grégory Stewart, Céleste Stewart, Julian Stewart, et vous, madame. Belle Stewart, a-t-elle chuchoté, les yeux grands ouverts.
L'adjoint a hoché la tête. Il a regardé son presse-papier. Eh bien, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que je sais exactement ce qui se passe ici. Il a tourné sa lampe de poche sur le papier de son presse-papier. La mauvaise nouvelle, c'est que cette propriété n'appartient pas à Fed Stewart. Elle appartient à une société, Ali Compin LLC, et j'ai une lettre de non-intrusion légalement déposée et enregistrée du conseil de la LLC, interdisant spécifiquement à Gregory, Céleste et Julian Stewart cette parcelle. Le silence sur le porche était absolu. Le visage de ma mère s'est effondré. La performance était terminée. Une LLC? De quoi parlez-vous? Ce n'est que de la paperasse. Je suis sa mère. Madame, dit l'adjoint, sa voix dénuée de sympathie. Il n'y a pas de droits familiaux en matière d'intrusion criminelle. C'est une propriété privée. Vous avez tous été formellement avertis de ne pas venir ici. Et vous? Il s'est tourné vers le serrurier. Saviez-vous que ces personnes n'étaient pas les propriétaires et n'avaient aucun droit d'être ici? Le serrurier rangeait sa boîte à outils si vite qu'il y jetait presque les outils. Non, monsieur. Il a désigné mon père. Il m'a dit que c'était la maison de sa fille, qu'elle était indisposée et qu'ils étaient enfermés dehors. J'ai fini. Je pars. Il a attrapé sa boîte et a pratiquement couru vers sa camionnette. Mon père s'est avancé, sa voix un grognement bas. C'est complètement scandaleux. C'est du harcèlement. Vous aurez des nouvelles de nos avocats. L'adjoint n'a pas scié. C'est votre droit, monsieur. Vous pouvez appeler n'importe quel avocat que vous voulez, mais vous les appellerez d'un hôtel parce que ce soir, vous partez. Il a replongé dans sa voiture de patrouille et en a sorti une grande enveloppe de manille préparée à l'avance. Voici votre copie de l'avis enregistré. Il explique en détail que si vous revenez sur cette propriété, vous serez arrêté. Si vous tentez de contacter le propriétaire ce soir, cela pourrait être considéré comme du harcèlement. Donc, je vais rester ici et vous regarder charger vos valises et votre berceau dans votre véhicule, puis vous allez partir. C'était échec et mat. Julian semblait vibrer de rage, mais il n'a rien dit. Gregory a arraché l'enveloppe de la main de l'adjoint. Céleste avait l'air petite, froidée, pour la première fois de ma vie, complètement impuissante. Sans un mot, ils ont ramassé leurs bagages. Julian a attrapé le berceau et l'a plié. Ils ont chargé le SUV dans un silence tendu et furieux. L'adjoint se tenait là, les bras croisés, à les observer. Ils sont montés. La porte a claqué. Le moteur du SUV a rugi. Les feux arrière, rouges et en colère, ont cahoté sur le chemin de gravier et ont disparu sur la route principale. L'adjoint est remonté dans sa voiture et les a suivis, s'assurant qu'ils quittaient la montagne. Je me tenais au centre de mon salon. Le silence qui est revenu était immense. Le seul son était le crépitement du feu. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient. L'adrénaline, le courage froid et constant sur lequel j'avais fonctionné pendant des jours s'est écoulé de moi d'un seul coup, me laissant les genoux faibles. Je me suis agrippé au dossier du canapé pour me tenir debout. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis que j'avais 10 ans. J'ai regardé par la grande paroi de verre. Il faisait sombre. La vallée, une étendue de noir. Et puis un seul flocon de neige parfait a dérivé devant la lumière de la terrasse. Puis un autre, et un autre. La neige commençait. Mes genoux tremblaient, mais je tenais bon. La maison avait tenu. Le matin de Noël. Je me suis réveillé dans un monde renouvelé. La neige était tombée toute la nuit, lourde et silencieuse. Il y avait au moins un pied de profondeur, recouvrant la terrasse, l'allée et toute la vallée d'un blanc impeccable et scintillant. Le chalet en a ressemblé à une boule à neige, isolée et incroyablement calme. Les événements de la nuit précédente semblaient lointains. Un mauvais rêve étouffé par la tempête. À 10 heures, la maison n'était plus silencieuse. Elle était pleine. Priya, Gab et Luz étaient montés tôt. Leur voiture chargée de cadeaux et d'une glacière. Nous n'allions pas te laisser seul après ça, avait dit Priya en me serrant fort dans ses bras à la porte. Et nous ne faisions pas confiance à ta famille pour ne pas revenir pour un deuxième round. Ils ne le feront pas, dis-je, sentant la solidité du cadre de la porte. C'est réglé. La meilleure surprise est venue à 11 heures. On a frappé à la porte, une vraie. Polie et attendue. C'étaient mes voisins.
le couple de la Maison Bleue en bas de la crête. Il tenait une casserole chaude. Joyeux Noël, dit la femme, Sarah. Nous nous sommes dit que tu serais peut-être enneigé. Nous avons apporté des brioches à la cannelle, les bonnes, avec beaucoup trop de glaçage. Et juste comme ça, ma maison était pleine de ma famille choisie. Nous avons mangé des brioches à la cannelle debout dans la cuisine. Nous avons préparé pot après pot de café. Nous avons mis une playlist de chants de Noël instrumentaux. Nous nous sommes assis près du feu, la neige tombant doucement à l'extérieur de la grande paroi de verre. Et nous avons parlé. Nous avons échangé de petits cadeaux bien pensés. Luz m'a donné un livre rare et magnifiquement illustré sur les fleurs sauvages de montagne. Gab m'a donné une carte stylisée encadrée de la chaîne d'Elk-Crest avec une petite étoile dorée au-dessus de High Timber. Priya m'a donné une couverture en cachemire ridiculement douce. Mon cadeau pour eux, c'était les chambres d'amis. Elles sont à vous, dis-je. Chaque fois que vous avez besoin de vous évader, vous avez le code. Vous n'avez jamais à demander. Ce fut le Noël le plus facile, le plus chaleureux et le plus paisible de ma vie. J'ai ressenti un souffle de soulagement si profond qu'il en était presque étourdissant. C'était ça. C'était la vie que j'avais construite. C'était la paix que j'avais achetée. Nous rincions des tasses dans la cuisine, le lave-vaisselle bourdonnant. Quand Priya, qui faisait défiler son téléphone, s'est arrêtée. Faites, dit-elle, sa voix prudente. Tu devrais probablement voir ça. J'ai séché mes mains. Qu'est-ce que c'est? Ta mère. Elle a posté sur Facebook il y a environ 1 heure. Priya a orienté son téléphone vers moi. Elle est prolifique. J'ai pris le téléphone. La photo de profil de ma mère, une photo professionnelle d'elle et de mon père, me souriait. Sa publication était publique. Je me sens si béni en ce matin de Noël, a commencé la publication. Après tant de défis, nous sommes ravis d'annoncer un véritable miracle de Noël. Julien et Belle ont trouvé l'endroit sûr et parfait pour commencer leur famille. Nous y travaillons depuis des semaines et nous sommes si reconnaissants que tout se met en place pour eux. Le jour du déménagement approche à grands pas. Voici un aperçu du tableau d'inspiration pour la chambre d'enfant sur lequel ils ont travaillé. Sous le texte se trouvait une image léchée de style Pinterest. Elle montrait un berceau, une table allongée et une palette de couleurs de bleu doux et de gris. Et dans le coin, une localisation était taguée. Ce n'était pas mon adresse exacte, mais c'était High Timber, Elk-Crest Ranch. C'était flou mais facilement devinable. C'était un appel du pied. Les commentaires étaient une cascade de félicitations. Un miracle de Noël en effet. Tellement heureux pour eux. Quel bel endroit. Ils le méritent. J'ai hâte de voir les photos du déménagement, c'est tellement excitant. Mon sang, qui avait été chaud et lent tout le matin, s'est transformé en eau glacée. Ce n'était pas une retraite. C'était une manœuvre de contournement. On les avait refoulés à la porte. Alors maintenant, ils construisaient un récit public. Un récit dans lequel ils étaient les héros. Les parents bienveillants assurant un endroit sûr pour leurs enfants. Un récit dans lequel ma maison n'était pas la mienne, mais un rassemblement pour eux. Elle crée une trace écrite sur les réseaux sociaux, dis-je, ma voix plate. J'ai rendu le téléphone à Priya. Avant que Priya puisse même répondre, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Ce n'était pas un texto. C'était un message direct sur Instagram. D'un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Un ancien camarade de classe de Maple Bridge. Je l'ai ouvert. Hey, fête. Question bizarre. J'ai vu ta publication sur la maison à la montagne. Elle a l'air incroyable. Je voulais juste te dire. J'étais au club de mes parents dans le Connecticut la semaine dernière et j'ai entendu ton père parler. Il était au bar, demandant à qui que ce soit s'il connaissait un bon service de gestion immobilière de montagne dans la région d'Elk-Crest. Il utilisait spécifiquement ton numéro de parcelle. Il disait aux gens que ses enfants avaient une nouvelle propriété et qu'il avait besoin de quelqu'un pour gérer les locataires et l'entretien. C'était bizarre. Bref, joyeux Noël. J'espère que tu vas bien. J'ai lu le message 2 fois. Gérer les locataires, l'entretien. Ses enfants, au pluriel. J'ai levé les yeux vers mes amis. Ils ont vu l'expression sur mon visage. La chaleur de la pièce avait disparu. Gab, dis-je, ma voix vive. Tu es le pro des feuilles de calcul.
Tu es le pro des données. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Gab, toujours pratique, a posé sa tasse de café. Il a pris mon téléphone et a lu le DM. Il m'a fait ouvrir la publication Facebook. Il est resté silencieux pendant 1 minute entière, juste en train de traiter. D'accord, dit-il en me rendant le téléphone. Voici ce que tu regardes. L'attaque du 23 était la phase 1, l'occupation physique. Elle a échoué. Ils sont passés à la phase 2, l'occupation administrative. Ils construisent une trace écrite. La publication Facebook crée l'attente sociale de leur location. Les demandes de renseignements sur la gestion immobilière, c'est ton père qui essaie de trouver un moyen légal ou quasi légal d'installer un tiers. Quelqu'un qui pourrait lui donner accès et contrôle, en prétendant que les propriétaires sont désorganisés. Ils essaient de monter un dossier prouvant que tu n'as pas le contrôle et qu'ils sont les parties responsables. Une logique froide et terrible s'est mise en place. C'était une stratégie. C'était une campagne, exactement comme celle que je mènerais au travail. Gab a raison, dis-je. Mon esprit s'emballait. S'ils peuvent créer une trace écrite, ils peuvent essayer de revendiquer la résidence. Ils peuvent essayer de faire envoyer leur courrier ici. Par pur instinct froid, j'ai attrapé mon ordinateur portable. Je ne suis pas allé sur le site de la Poste. Je suis allé sur le portail des dépôts publics du greffier du comté, le même que Sable et moi avions utilisé pour l'ordonnance de non-intrusion. Je me suis connecté à mon compte, celui lié à ma boîte postale et à mon numéro de parcelle. J'ai cliqué sur les archives publiques, les dépôts des services publics, les registres d'adresses, et c'était là. C'était une demande de changement d'adresse déposée en ligne il y a 2 jours, avant même qu'il ne monte. C'était une demande de réexpédition de tout le courrier pour Julian Stewart et Belle Stewart de leur ancienne adresse du Connecticut à ma boîte postale à High Timber. Elle était signalée comme « en attente de vérification ». Ils l'avaient fait. Ils avaient déjà fait le premier pas pour s'attacher légalement à mon adresse. Si cela avait abouti, ils auraient pu utiliser l'adresse vérifiée pour obtenir des permis de conduire, pour immatriculer leur voiture ici, pour revendiquer la location. Le serrurier et le jambon fumé n'étaient pas le vrai plan. Il n'était que l'ouverture de choc et d'effroi. Ceci, c'était la véritable invasion. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois d'une fureur froide et claire. J'ai fait une capture d'écran de la publication Facebook. J'ai fait une capture d'écran des commentaires de félicitations. J'ai fait une capture d'écran du message direct de mon camarade de classe. J'ai fait une capture d'écran du formulaire de changement d'adresse en attente. Le statut, en attente, brillant en rouge sur l'écran. J'ai ouvert un nouvel email. J'ai tout joint à Sable. Winters, swinterlegal.com. Objet, phase 2. Mon message était court. Sable. Ils ont pivoté. Ils tentent d'établir leur résidence par fraude postale et construisent un récit public de location. Voir pièce jointe. Quelle est notre prochaine action? Je l'ai envoyé. Mon téléphone a vibré pas 60 secondes plus tard. C'était une réponse de Sable. Sa réponse automatique était activée pour les vacances, mais c'était une réponse manuelle directe. C'était 2 phrases. N'engagez pas la conversation. Ne postez rien. N'envoyez pas de texto. N'appelez pas. Ce n'est plus un différend familial. C'est une tentative de fraude. Retrouvez-moi à mon bureau mardi à 9h. Mardi. Je devais attendre une journée entière. Mes amis me regardaient. Leur visage un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Ils sont fous, murmura Luz en secouant la tête. C'est carrément criminel. Ce n'est que du contrôle, dis-je, les mots se formant dans ma gorge. J'ai regardé autour de moi la pièce, le feu chaud, les brioches à la cannelle à moitié mangées, les gens qui avaient conduit des heures pour être avec moi. Mon téléphone a vibré une fois de plus. C'était un nouveau message texte d'un numéro différent. Nana Ruth. C'était une seule ligne. Fier de toi de ne pas avoir ouvert la porte. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai ramassé les tasses de café sales sur le comptoir. Je suis allé à l'évier et j'ai ouvert l'eau chaude. La vapeur montant pour rencontrer mon visage. Il ne s'agissait jamais de Noël. Il ne s'agissait jamais de vacances ou d'une invitation oubliée. Il ne s'agissait jamais d'avoir besoin d'un endroit où rester. Il s'agissait de contrôle.
Il s'agissait d'un système familial entier construit sur l'idée que mon temps, mon argent, mes succès, et maintenant ma maison, n'étaient pas réellement les miens. Ce n'étaient que des ressources attendant d'être allouées à Julien. J'avais acheté une maison et, ce faisant, j'avais commis le seul péché impardonnable. J'avais créé une frontière. Et eux, à leur tour, me montraient que la tradition n'était que le plus joli mot pour dire contrôle. J'ai lavé les tasses une par une et j'ai regardé la neige tomber. Mardi 9h. La partie était lancée. Le lundi que j'ai passé à attendre ma réunion du mardi avec Sable a été le jour le plus long de ma vie. Je suis resté dans le chalet en A, travaillant à distance, mon téléphone sur la table à côté de moi, silencieux. Le silence était un ressort enroulé. Ma famille se regroupait. Je savais, en tant que stratège, que le premier assaut avait échoué et qu'il planifiait maintenant une attaque plus sophistiquée. Mon email du jour de Noël à Sable, avec sa cargaison de capture d'écran, était le premier coup de feu dans une nouvelle guerre plus silencieuse. Je suis descendu à High Timber mardi matin. La neige commençait à fondre, laissant des tas gris et laids sur le bord de la route. Le charme de la boule à neige avait disparu. Maintenant, il faisait juste froid. Je suis entré dans le bureau de Sable Winters à 8h59. Elle était déjà à son bureau, une pile de dossiers devant elle. La pièce était froide. Faites, dit-elle, non pas comme une salutation, mais comme une reconnaissance. Elle a désigné la chaise. J'ai reçu votre email à Noël. Vous aviez raison de vous inquiéter. Ils escaladent précisément comme prévu. J'ai posé mon sac d'ordinateur portable par terre. Le formulaire de changement d'adresse était le plus. C'était leur premier mouvement, interrompit Sable, levant un seul doigt. Mais pas le seul. J'ai pris la liberté d'effectuer une vérification complète de votre LLC et du numéro de parcelle hier. Elle a tourné son moniteur vers moi. Pendant que vous vous occupiez du front des médias sociaux, votre père était occupé sur le front juridique. Hier, un nouveau dépôt est apparu au bureau du registraire du comté. Il était horodaté à 9h. Ceci. Elle a cliqué et un document a rempli l'écran. C'était un PDF scanné. Ça ressemblait à quelque chose tapé sur un ordinateur personnel, un simple document Word d'une page, mais l'entête disait « Accord de location familiale informel ». Mon sang ne s'est pas seulement glacé. Il s'est arrêté. La lettre était datée d'il y a 2 semaines, avant la confrontation sur mon porche. C'était un accord simple et mal rédigé stipulant que Ali Compine LLC, en considération de l'unité et du soutien familial, accordait une location à temps plein et indéfinie à Julian Stewart et Belle Stewart pour la propriété de Kestrel Ridge. Et en bas, sur la ligne de signature du membre gérant de la LLC, se trouvait mon nom. Faites Stewart, lisait-on dans une écriture bouclée et inconnue. Ça, dis-je, ma voix un murmure, n'est pas ma signature. Je n'imaginais pas que ça l'était, dit Sable, sa voix sèche. C'est un faux, et un faux maladroit. Le S de Stewart est bouclé alors que le vôtre est une verticale nette, d'après votre accord de LLC. Mais ce n'est pas le meilleur. Elle a zoomé sur la signature. Ils l'ont signé Faites Monsieur Stewart. Quelle est votre deuxième initiale? Je n'en ai pas, dis-je. Je m'appelle juste Faites Anne Stewart. Exactement, dit Sable. Ils ont inventé une deuxième initiale. Ils ont tenté de créer une personne légale. Faites M. Stewart, qui pourrait consentir à leur invasion. C'est un mouvement désespéré classique. C'est aussi une fraude criminelle. Je fixais l'écran, le nom qui était le mien, mais pas le mien. Ils n'avaient pas seulement essayé de s'introduire chez moi. Ils essayaient de me remplacer. Ils créaient une version marionnette de moi sur papier. Une version qui était coopérative, qui comprenait son rôle, qui signerait sa vie pour être utile. Alors, qu'est-ce que ça fait, demandai-je, la voix tremblante. Légalement, c'est de la foutaise, dit Sable. Mais ce n'est pas pour un juge. C'est pour une compagnie d'électricité. C'est pour la poste. C'est une preuve qu'ils peuvent montrer à quelqu'un à un guichet pour dire, vous voyez, nous sommes autorisés à être ici. Ils construisent leur pile. Elle a cliqué sur une nouvelle fenêtre. Ce qui m'amène à ceci. Les demandes de renseignements de votre père sur la gestion immobilière. J'ai mis une alerte de haute priorité sur votre LLC et votre numéro de parcelle auprès de toutes les agences de l'État et du comté. Nous avons eu 2 pings hier. Elle a affiché le premier.
Le département des véhicules motorisés. Quelqu'un a tenté d'immatriculer un véhicule, une nouvelle Subaru, à votre adresse de montagne. Le demandeur principal était Julian Stewart. Il a essayé d'immatriculer sa voiture ici? Il l'a fait. Les documents listent ses coordonnées, mais l'adresse de Kestrel Ridge. Elle a été signalée par le système et rejetée parce que le propriétaire, Ali Compin LLC, ne correspondait pas au demandeur et que l'accord de location familiale qu'ils ont fourni, elle a désigné le faux, n'était pas un bail valide. Mais ils ont essayé. Elle a affiché le deuxième PIN. Celui-ci vient de la compagnie d'électricité. Le journal des demandes montre 2 appels, tous 2 depuis le numéro de mobile de votre père, que j'ai vérifié. Je me suis penché. Les notes du représentant du service clientèle étaient détaillées. Le client Gregory Stewart a appelé, l'USABL, demandant à être ajouté comme partie responsable secondaire au compte de Ali Compin LLC, a déclaré que sa fille, la propriétaire, était dépassée et qu'il aidait à gérer ses affaires et à payer les factures. Il voulait son nom sur le compte. J'ai eu la nausée. C'était la même histoire, le même récit. Fait est instable. Fait est dramatique. Fait ne peut pas s'en sortir. Nous, les adultes, devons intervenir et gérer. Il n'essayait pas seulement d'obtenir une clé. Il essayait d'obtenir le contrôle. Il essayait de construire une trace écrite qui prouvait que j'étais incompétente. Il a été refusé, dit Sable, parce qu'il n'avait pas le numéro d'identification fiscale fédérale de la LLC ni votre mot de passe d'entreprise. Mais vous voyez le schéma. Physique, puis numérique, puis administratif. C'est un siège. Je l'ai regardé. Alors, que faisons-nous? Comment combattons-nous cela? Sable a fait craquer ses doigts. C'était le premier geste humain, non légal, que je lui avais jamais vu faire. Nous ripostons. Nous arrêtons de nous défendre et nous passons à l'offensive. J'ai passé la matinée à rédiger. Elle est retournée à son moniteur. Premièrement, une mise en demeure formelle. Ce n'est pas un email poli, fait. C'est un document de 20 pages que j'envoie par courrier recommandé, avec accusé de réception, à Grégory, Céleste et Julien individuellement. Il expose en détail leurs actions illégales. Il liste la tentative de fraude postale. Il liste la tentative de fraude à l'immatriculation de véhicules. Il liste la contrefaçon de l'accord de location. Il nomme la date et l'heure de l'intrusion. Il les informe que toute tentative de contact supplémentaire, physique ou numérique, sera accueillie par une action en justice immédiate. Elle a cliqué. Deuxièmement, des avis de fraude potentielle. Ceux-ci partent aujourd'hui au maître de poste de iTimber, au DMV, au registraire du comté et à chaque compagnie de services publics, de l'électricité à Internet. Cela les alerte que vos comptes sont sous attaque frauduleuse active. Cela gèle tous les changements. Cela nécessite un nouveau mot de passe verbal connu uniquement de vous et de moi pour toute modification. Nous les murons hors de l'infrastructure. Elle a cliqué à nouveau. Troisièmement, et celui-ci est mon préféré. Un avertissement certifié au conseil de famille que vous n'avez jamais autorisé. Votre père a mentionné des avocats. Votre camarade de classe l'a entendu se renseigner sur des gestionnaires immobiliers. Il se représente, lui ou eux, comme ayant un droit légal. Cette lettre informe cet avocat fictif que ses clients se livrent à une fraude criminelle et que toute action ultérieure en leur nom sera considérée comme de la complicité. C'est un piège. Cela les oblige soit à engager un avocat qui sera maintenant averti, soit à admettre qu'il mentait. J'avais la tête qui tournait. C'était un niveau de guerre d'entreprise que je n'avais lu que dans les livres. Enfin, dit-elle, sa voix baissant. Je dépose une requête pour une ordonnance de protection temporaire, conditionnelle à leur prochain mouvement. La lettre de non-intrusion était la première étape. Ceci est la deuxième étape. Elle est prête au palais de justice. À la seconde où ils tenteront de déposer un autre document, d'envoyer un autre email frauduleux ou de mettre le pied sur votre route, je passe un appel et cela déclenche une audience immédiate devant un juge. Elle a fait pivoter sa chaise vers moi. Il pense qu'il joue un jeu familial. Nous allons répondre avec le droit des sociétés et le droit pénal. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés. Je suis sorti de son bureau 1 heure plus tard. Mes mains pleines de copies, mon esprit engourdi mais clair. La crainte avait disparu. À sa place, il y avait une résolution froide et dure. Quand je suis retourné à ma voiture, j'ai vu que j'avais un texto de Priya.
Elle avait, selon ses propres mots, mené une surveillance sociale. C'était une capture d'écran. Ma mère n'avait pas fait de nouvelles publications. Elle avait commenté la publication d'une vieille amie. L'amie avait écrit, tellement contente que Julian est belle et un endroit sur où aller. Tu es une si bonne grand-mère. Et ma mère, Céleste, avait répondu il y a à peine 1 heure. Nous aussi. Nous sommes si reconnaissants que nos enfants soient en sécurité là-haut. Je fixais les mots, là-haut. Ce n'était pas, chez Fête. Ce n'était pas, au chalet en A. C'était, là-haut, un territoire vague, dépersonnalisé et non revendiqué. C'était le langage de l'annexion. C'était un fait accompli, une chose déjà faite. Elle déclarait la victoire à sa manière passive-agressive et socialement acceptable. J'ai enregistré la capture d'écran. Je l'ai transmise à Sable qui a répondu par un simple « reçu ». Je suis resté assise là. J'étais muré. Les serrures étaient solides. Le dossier juridique était épais. Mais il sondait toujours. Il cherchait une fissure. La caméra de l'allée et la caméra du porche étaient bien. Mais qu'en était-il du reste de la propriété? Le terrain sur le côté où les arbres étaient épais. Le groupe de boîtes aux lettres au bout de la route où se trouvait ma boîte postale. J'étais une stratège. J'avais besoin de plus de données. J'ai ouvert mon ordinateur portable, là, dans la voiture. Je ne suis pas allé dans un magasin de sécurité. Je suis allé sur un site de fourniture de chasse et de plein air. J'ai commandé une petite caméra de surveillance à pile. Elle était étanche, activée par le mouvement et camouflée avec un motif d'écorce. Elle avait une capacité de géorepérage. Je la montrais dans un pain surplombant les boîtes aux lettres et le terrain sur le côté. Si quelque chose ou quelqu'un franchissait ce périmètre, mon téléphone sonnerait. J'ai fermé l'ordinateur portable. Ma défense était presque complète. J'ai regardé mon téléphone, l'appareil qui était maintenant mon arme et mon bouclier principal. Je suis allé dans mes paramètres, à l'écran de verrouillage, au contact, en cas d'urgence. C'était le même depuis 10 ans. ICE1, maman. ICE2, papa. Mes doigts ont plané au-dessus du bouton rouge de suppression. C'était le dernier fil. L'instinct d'enfance réflexif que si j'étais brisé, en sang ou inconsciente au bord d'une route, c'était eux qu'il fallait appeler. C'était eux qui me sauveraient. Mais ce n'était pas le cas. Ils étaient l'urgence. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai supprimé, maman. J'ai appuyé à nouveau sur le bouton. J'ai supprimé, papa. La liste était vide. J'ai appuyé sur « Ajouter un nouveau contact ». J'ai fait défiler mon répertoire jusqu'à ce que je trouve la nouvelle entrée que j'avais faite ce matin-là. ICE Sable Winters. J'ai cliqué sur « Terminer ». J'ai verrouillé mon téléphone. La nouvelle directive était là, invisible mais active. C'était une déclaration silencieuse. Je ne serais pas prise en embuscade. La personne à appeler quand j'étais en difficulté n'était plus ma famille. C'était mon avocate. La cocotte minute n'attend pas les heures de bureau. Elle explose au cœur de la nuit. 30 décembre, 2h11 du matin. J'étais dans un sommeil profond et épuisé quand la nouvelle sonnerie d'alerte, celle que j'avais réglée juste pour le géorepérage, a fendu le silence. Ce n'était pas le ping poli de ma caméra d'allée. C'était un cri numérique strident. J'étais hors du lit avant d'être consciente. Mon cœur martelant. L'écran de mon téléphone était d'une luminosité aveuglante. Alerte de géorepérage. Brèche de périmètre. Groupe de boîtes aux lettres. J'ai ouvert l'application de la caméra de surveillance. Le flux était granuleux, baigné dans le verre extraterrestre de la vision nocturne, mais l'image était indéniable. Une berline sombre et familière tournait au ralenti sur l'accotement en gravier à côté du groupe de boîtes aux lettres communautaires. Son moteur un faible grondement. La portière du conducteur s'est ouverte. Mon père, Grégory, est sorti. Il n'était pas en costume. Il portait un manteau sombre, son visage pâle et sinistre sous la lumière infrarouge. Il a regardé autour de lui, de haut en bas de la route de montagne déserte. Il se croyait invisible. Il a marché, non pas vers la fente du courrier sortant, mais directement vers ma boîte postale, ma boîte numéro 42. Il avait une pile d'épaisses enveloppes commerciales blanches à la main. Il n'avait pas de clé. Il n'en avait pas besoin. Une par une,
Il les a forcés à travers la fente étroite du courrier, les enfonçant dans la boîte verrouillée. C'était une violation, un acte de force physique. Il les plantait. Il fourrait ma petite forteresse sécurisée de ses preuves frauduleuses. Il me signifiait au cœur de la nuit, créant une trace écrite qui montrerait qu'il avait livré les documents. Il a enfoncé la dernière, a lissé son manteau et est remonté dans la voiture. La berline s'est éloignée, ses feux arrière disparaissant sur le chemin. Je suis resté dans mon salon sombre et silencieux. Je ne suis pas retourné au lit. Je me suis assise sur le canapé, enveloppé dans une couverture, et j'ai regardé l'horloge. La pression montait. La maison était silencieuse, mais l'air criait. À 6 heures du matin, alors que le ciel devenait d'un gris meurtri et froid, j'ai mis mes bottes et ma parka. J'ai conduit le demi-mile jusqu'au groupe de boîtes aux lettres. L'air était si froid que ça faisait mal de respirer. Je me suis tenu devant la boîte 42. J'ai mis ma clé dans la serrure. Elle a coincé juste une seconde, bloquée par la liasse de papier à l'intérieur. J'ai forcé. La petite porte en métal s'est ouverte. Elles se sont déversées. 3 épaisses enveloppes blanches. Elles n'étaient pas adressées. Elles étaient juste pliées avec « Faites Stewart » écrit à l'extérieur. Je me suis assise dans ma voiture, le moteur tournant pour la chaleur, et j'ai ouvert la première. Affidavit de membre du ménage. C'était un formulaire adressé à ma compagnie d'assurance. C'était une déclaration attestant que Julian Stewart et Belle Stewart étaient désormais des résidents à temps plein de la propriété de Kestrel Ridge et devaient être ajoutés à ma police d'assurance habitation en tant que membre supplémentaire du ménage. En bas, c'était signé par mon père, Gregory Stewart, gestionnaire immobilier. J'ai ouvert la deuxième. Elle était presque identique. Celle-ci était adressée à elle, Association des propriétaires de High Timber, un organisme qui n'existait pas. Il inventait une association juste pour pouvoir y déposer des documents. Il construisait toute une bureaucratie fictive pour soutenir ses affirmations. La troisième enveloppe était une simple lettre, tapée et signée par lui. C'était un avis formel m'informant qu'en tant que gestionnaire immobilier, il avait pris ses mesures pour assurer la sécurité et l'assurance de l'actif au nom des parties prenantes de la famille. Je ne suis pas retourné à la maison. Je suis resté assise là, dans l'aube grise et froide, sur le bord de la route. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris des photos haute résolution et cristallines de chaque page. Je suis allé dans l'application de la caméra de surveillance. J'ai téléchargé le fichier vidéo horodaté de 2h11 à 2h13. J'ai sauvegardé le clip de lui forçant les enveloppes dans ma boîte. J'ai ouvert un nouvel email à sable.winters@winterslegal.com. Objet, urgent 2h11. Il l'a fait. J'ai joint le fichier vidéo. J'ai joint les photos de l'affidavit. Mon message était simple. Sable, il a planté ça dans ma boîte postale à 2h11 ce matin. J'ai la vidéo. Il fabrique activement des preuves. Ce sont les documents de membres du ménage. Quelle est notre action? Mon téléphone a vibré avec une réponse avant même que j'ai mis la voiture en marche. Il était 7h08. La réponse de Sable. C'est la dernière pièce. Il a créé sa propre boucle de preuves. Il plante et va maintenant découvrir ses propres documents. C'est l'acte d'un criminel, pas d'un père. Je dépose la motion d'urgence maintenant. Je joins la vidéo et l'affidavit. C'en est fini de lui. Je suis retourné à la maison. Mon corps entier vibrant d'une énergie froide, claire et juste. La pression n'était plus dans ma poitrine. Elle était maintenant entièrement, complètement sur eux. J'ai fait du café. J'ai regardé le soleil frapper la vallée. J'ai attendu. À 11h52, mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Sable. C'est fait. Motion d'urgence déposée. Pièce jointe, photo de la vidéo et affidavit frauduleux. Le greffier du comté l'a tamponné avant midi. La requête pour l'ordonnance de protection est maintenant active et sur le bureau d'un juge. La prochaine fois qu'ils vous approcheront, elle sera exécutée. C'était une victoire. Nette, rapide, décisive. À 12h05, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro que je n'avais pas mis en sourdine, mais dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des jours. Ma mère, Céleste. Nous avons tout essayé gentiment. Faites, tu ne nous as pas laissé le choix. Le timing était terrifiant.
Avait-il déjà été notifié par le tribunal, ou était-ce le prochain coup préplanifié dans leur guerre psychologique? Peu importait. Le langage, gentiment, le serrurier, les cris sur mon Porsche, l'accord de location contrefait, l'opération secrète de 2 heures du matin. C'était leur manière, gentille. Tu ne nous as pas laissé le choix. L'hymne creux final du coupable. Tu m'as forcé à le faire. Ma clarté morale était absolue. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'en avais fini. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai fait une capture d'écran du texto. Je l'ai transmis sans commentaire à Sable. La réponse de Sable. 1 minute plus tard, reçu. Ajouté à la requête comme une menace directe. Ne répondez pas, j'ai mis la conversation en sourdine. Ma mère, mon père, mon frère, muets. Le téléphone a sonné presque immédiatement. Mon cœur a sursauté, mais c'était Nana Ruth. J'ai répondu. Salut, Nana. Sa voix était un crépitement de fureur pure et non diluée. Je viens de raccrocher avec ta mère. Elle est en larmes, complètement hystérique, sanglotant sur le fait que tu as déposé une motion et que tu utilises des avocats pour ruiner la famille au Nouvel An. Elle a raison, dis-je, ma voix calme. Je l'ai fait. Bien, a crié Nana, et j'ai entendu un verre teinté. Je lui ai dit. J'ai dit, Céleste, on récolte ce qu'on sème et tu as planté un champ de serpents. Et puis je lui ai dit, écoute-moi bien. Si toi, ou ce mari à toi, ou ce garçon que tu as gâté, mettez encore un pied sur cette montagne, je n'appelle pas seulement fête. J'appelle le pasteur d'Al. J'appelle la responsable du cercle de prière de l'église. Et je vais raconter en détail à chacun d'entre eux à quoi ressemblent les valeurs familiales des Steuart quand personne ne regarde. Je leur parlerai de la contrefaçon. Je leur parlerai du serrurier. Je leur parlerai de ton mari qui rôde autour des boîtes aux lettres au milieu de la nuit. On verra comment ta précieuse réputation tiendra le coup quand elle sera lue à haute voix à la prochaine vente de gâteaux. Un petit rire sec m'a échappé. C'était la première fois que je riais depuis une semaine. Mon Dieu, Nana, c'est chirurgical. C'est le seul langage qu'ils comprennent, dit-elle, sa voix sombre. La honte. Maintenant, écoute-moi. Demain, c'est le réveillon du Nouvel An. Ce sont des vipères, mais des vipères dramatiques. Ils aiment les vacances. Ils aiment un public. Ne sois sous aucun prétexte seul dans cette maison demain soir. Tu m'entends? Je t'entends, Nana, dis-je. Je crois que j'ai un plan. J'ai raccroché. Ne pas être seul. Un plan de sécurité. Mon esprit était déjà en mouvement. J'avais la défense légale. J'avais la défense sociale grâce à Nana. Maintenant, j'avais besoin de la défense physique. Mais pas une défense de murs et de serrures. Une défense de lumière, de chaleur, de bruit et de témoins. J'ai appelé Sarah, ma voisine d'en bas de la crête. Sarah, salut. C'est fête du chalet en A. Je sais que c'est très dernière minute, mais j'organise une petite porte ouverte très informelle demain soir pour le réveillon du Nouvel An. Juste du chocolat chaud et du chili. Est-ce que toi et Tom seriez libres de passer? On adorerait, dit-elle, sa voix chaleureuse. On apportera cet apéritif bizarre avec les olives. J'ai envoyé un texto de groupe à Priya, Gab et Luz. Objet, plan du réveillon. Chez moi. 19h, apportez vos voix les plus fortes et vos pires jeux de société. On fait la fête. La réponse de Gab, en route. Nous sommes tes boucliers sociaux. Le lendemain, 31 décembre, je me suis préparé pour la bataille. J'ai fait une énorme marmite de chili qui a mijoté tout l'après-midi, remplissant la maison de l'odeur de cumin et d'ail. J'ai installé un bar à chocolat chaud sur la table de la salle à manger, mini guimauve, copeaux de chocolat, bâtons de menthe poivrée, crème fouettée. Mes amis sont arrivés à 18h, tapant la neige de leurs bottes, les bras chargés de vin et de chips. Le périmètre est sécurisé, a annoncé Luz en me faisant un câlin. Mes voisins, Sarah et Tom, sont arrivés à 19h. 2 autres couples de la crête, des gens à qui je n'avais fait que des signes de la main, ont vu les lumières et ma porte ouverte et se sont arrêtés. À 19h30, ma maison était pleine. C'était bruyant. C'était chaleureux. Les rires rebondissaient sur les hauts plafonds à poutres apparentes. C'était la forteresse.
C'était la vraie sécurité. Ils ne pouvaient pas jouer la carte de la famille inquiète devant une salle pleine de mes amis adultes, rieurs et heureux. Ils ne pouvaient pas être les victimes si j'étais l'hôte gracieuse. J'ai fait un dernier pas. Je suis allé à mon bureau. J'ai sorti la pochette plastifiée que j'avais faite. D'un côté se trouvait la lettre de non-intrusion originale. De l'autre côté se trouvait la première page de la requête de motion d'urgence, tamponnée en rouge par le greffier du comté la veille. Je suis allé à la table de l'entrée, juste à côté de la porte d'entrée. Je l'ai posée sur un petit présentoir en fer. Je l'ai placée entre la pile de serviettes de fête et la rangée de tasses à café propres pour le chocolat chaud. C'était une décoration, une déclaration de fait. Priya l'a vue. Elle a sifflé. Bah. Merde, fête. C'est le toit le plus froid et le plus beau que j'ai jamais vu. C'est juste la politique des invités, dis-je en lissant le devant de mon pull. J'ai regardé la porte qu'ils avaient essayé de percer. J'ai regardé mes amis, leurs visages lumineux dans la lumière du feu. J'ai regardé la vérité plastifiée, posée là pour que tout visiteur puisse la lire. Je ne négocierai pas ma maison sur le pas de la porte. Je ne serai pas prise en embuscade. Je ne serai pas entraîné dans une autre dispute criarde. Le débat était terminé. Les faits étaient imprimés. Mon vœu était silencieux, mais il s'est installé dans mes os, aussi solide que l'acier renforcé du montant de la porte. Je me suis tourné vers mes invités, un sourire éclatant et sincère sur le visage. D'accord, qui veut la première tasse de chocolat chaud? J'ai les bonnes guimauves. Nous rions. Mon voisin, Tom, était au milieu d'une histoire sur un ours qui avait essayé de voler sa poubelle de recyclage, et le chili était presque fini. La maison était bruyante et lumineuse. Puis les rires se sont tus. Pas d'un coup, mais en une vague lente et déclinante, en commençant par les voisins debout près de la grande paroi de verre. Leurs sourires se sont figés. Faites, murmura Sarah, sa main se resserrant sur sa tasse. Tu as de la compagnie. J'ai regardé dehors. Le craquement familier et menaçant du gravier sous des pneus lourds a résonné dans l'allée. Pas un seul véhicule, mais deux. Deux grands SUV sombres se frayant un chemin sur ma route. Leurs phares coupaient de dures entailles blanches sur le mur de mon salon, illuminant les visages choqués de mes invités. Il était 20h03. Le réveillon du Nouvel An. La pièce est devenue absolument silencieuse. J'ai senti la main de Priya trouver mon épaule et la serrer. Une petite pression ferme de soutien. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Gab lever son téléphone, non pas de manière intrusive, mais en l'orientant vers la porte. Il a appuyé sur enregistrer. Les portières du SUV ont claqué, une série de bruits plats et en colère dans la nuit froide. Grégory, Céleste, Julien et Belle, l'air pâle et épuisé, serrant son manteau. Mais il n'était pas seul. Une cinquième personne est sortie du côté passager de la voiture de tête, un homme que je n'avais jamais vu, portant un blazer sombre et élégant malgré le froid glacial, portant une mallette en cuir poli. Ils ont marché sur le porche. Mon père, Grégory, n'a pas sonné. Il a frappé, un coup fort, formel et impatient, toc, 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 comme un PDG exigeant l'entrée à une réunion. J'ai posé ma tasse sur le comptoir. Je suis allé à la porte d'entrée. Mes invités se sont écartés, silencieux. J'ai regardé la table de l'entrée. Mes documents plastifiés étaient posés là, juste à côté des bâtons de menthe poivrée. Un calme froid et complet s'est installé en moi. J'ai ouvert la porte. L'air froid s'est engouffré, tourbillonnant autour de mes chevilles. Ils étaient tous là, encadrés par la lumière. Ils étaient visiblement surpris. Ils s'attendaient à ce que je sois seul. Ils ne s'attendaient pas à une salle pleine de témoins souriants et silencieux. Ma mère, Céleste, a vacillé, son visage de mère inquiète préarrangé s'effondrant dans la confusion. L'homme au blazer s'est avancé. Il était tout en calme étudié et en parfum cher. Madame Stewart. Faites Stewart, demanda-t-il, sa voix douce et artificiellement raisonnable. Je m'appelle Monsieur Harrison. Je suis un médiateur familial engagé par vos parents pour résoudre cette situation à l'amiable. Il n'y a pas de situation à résoudre, Monsieur Harrison, dis-je. Ma voix était stable et je l'ai amplifiée juste assez pour que tout le monde dans la pièce derrière moi entende chaque mot. J'ai regardé par-dessus lui. Grégory, Céleste, Julien, vous êtes des intrus. Vous avez reçu un avis légal de rester à l'écart de cette propriété.
Monsieur Harrison a levé une main apaisante comme pour calmer un enfant hystérique. Allons, faites, ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses. Ce n'est pas comme ça que la loi le voit. Il a ouvert sa mallette avec une série de petits clics pointilleux. Il a sorti un document. J'ai ici un accord d'occupation temporaire. Prédated. Il cite votre consentement pour que Julian et Belle prennent résidence. Je n'ai jamais consenti, dis-je, ma voix plate. Ah, dit-il en tapotant le papier d'un doigt propre. Mais si. Ce document cite le consentement par le silence. Votre incapacité à vous engager dans un dialogue productif et axé sur la famille après leur demande initiale raisonnable constitue une approbation tacite selon les directives de la médiation familiale. Nous sommes simplement ici pour finaliser l'emménagement. Le consentement par le silence. L'arrogance a coupé le souffle de la chose. Ils avaient inventé un nouveau type de loi. Une loi où mon refus d'être intimidé était tordu en ma permission. J'ai presque souri. Monsieur Harrison, dis-je, c'est la théorie juridique la plus créative et la plus désespérée que j'ai jamais entendue. Je leur ai tourné le dos une seconde. J'ai fait les 2 pas jusqu'à la table de l'entrée. J'ai pris mon document plastifié, celui posé à côté des tasses de chocolat chaud. Je me suis retourné vers la porte et je l'ai brandi, la lumière du porche attrapant le plastique. Ceci, dis-je, ma voix aussi vive et froide que l'air de la nuit, est l'acte de propriété de la LLC pour cette propriété. Elle appartient à Ali Compine, pas à Fed Stewart. Ceci, j'ai tapoté la 2e page, et l'ordonnance de non-intrusion déposée et enregistrée auprès du shérif du comté, les nommant spécifiquement. Ceci, j'ai tapoté la 3e page, et la lettre de mise en demeure décrivant leur tentative de fraude postale. Et ceci, c'est mon préféré. C'est la motion d'urgence tamponnée hier par le greffier du comté reconnaissant leur contrefaçon criminelle d'un accord de location. Le sourire du médiateur a tressailli. Il lui manquait clairement des données. J'ai regardé par-dessus lui, croisant le regard de mon père. Le consentement par le silence n'est pas un consentement, Grégory. C'est une illusion. Vous ne vivez pas ici. Julian, qui vibrait d'une rage silencieuse et enfantine, a finalement craqué. Il a ricané, sa voix dégoulinant du mépris qui avait été la bande sonore de ma vie. Tu penses que c'est impressionnant? Ta petite fête, tes faux amis. Tu es seul, fête. Tu es une seule personne. Nous sommes une famille. C'était la vieille arme. Celle qu'ils utilisaient toujours. Tu es seul. Nous sommes nombreux. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai regardé juste par-dessus son épaule, dans le coin sombre de ma propre entrée. Je ne suis pas seul, dis-je. J'ai hoché la tête. Officier, vous pouvez entrer maintenant. De l'ombre du hall d'entrée où il s'était tenu tranquillement à mon invitation préalable, l'adjoint Miller s'est avancé dans la lumière du porche. Il était en uniforme complet, son chapeau à la main, son expression absolument neutre. Ma famille s'est figée. Le visage de mon père est passé de sévère à cendré en une fraction de seconde. Ma mère a laissé échapper un petit hoquet étranglé. Monsieur Harrison, le médiateur, avait l'air d'avoir avalé sa cravate. Sable l'avait précoordonné, une assistance de bien-être. Il était là pour s'assurer que la paix était maintenue. L'adjoint m'a dépassé, se tenant dans l'embrasure de la porte, un objet solide et inamovible entre ma maison et ma famille. Il ne m'a pas regardé. Il s'est adressé à eux. M et Madame Stewart, Monsieur Julian Stewart, vous êtes en violation d'une ordonnance de non-intrusion déposée. Vous êtes également en violation d'une requête d'urgence active pour une ordonnance de protection. Vous avez été prévenu. Il a brandi une épaisse enveloppe blanche. Ceci est une assignation formelle. Toute autre tentative d'entrer dans cette propriété, d'interférer avec le courrier ou de contacter le propriétaire de cette LLC entraînera votre arrestation immédiate. Il l'a tendu. Pas à mon père, mais à eux tous. Vous êtes signifié. Grégory a fixé l'enveloppe comme si c'était une bombe. Ma mère, Céleste, a finalement craqué. La performance était terminée. Elle a laissé échapper un petit sanglot et, dans un geste désespéré, elle a attrapé la main de Belle, la seule autre mère, sa dernière alliée. Et puis toute la structure pourrie s'est effondrée. Belle a arraché sa main. Elle l'a retirée si fort qu'elle a trébuché, ses yeux grands ouverts et humides sous la dure lumière du porche. Sa voix tremblait, mais elle était claire et nette. Non, a-t-elle murmuré, un son qui a fendu la nuit.
Non, je ne le suis pas. Nous ne faisons pas ça. Elle a regardé Julian, des larmes d'humiliation et de rage coulant sur son visage. Je n'aurai pas mon bébé dans une maison que nous avons volée. Je rentre à la maison. Elle s'est retournée, en larmes, et s'est éloignée d'eux. Elle a cherché la poignée de la portière du SUV, est montée et a claqué la porte. Mon père Grégory était dégonflé. Il avait perdu. Il a essayé le vieux ton. La voix du père raisonnable une dernière fois pathétique. Faites, sois raisonnable. Je l'ai regardé. J'ai regardé ma mère qui fixait, stupéfaite, le dos de Belle qui s'éloignait. J'ai regardé mon frère qui restait juste là, abasourdi, son monde entier se défaisant. J'étais stable. Je le suis, papa, dis-je. Je suis raisonnable. Vous quittez ma propriété maintenant. L'adjoint a fait un geste avec sa lampe de poche. Pas vers eux, mais vers l'allée sombre. Par ici, les gens. Le spectacle est terminé. Julian semblait vouloir argumenter, mais il a vu la main de l'officier reposer sur sa ceinture. Il n'a rien dit. Mon père a arraché l'assignation de la main de l'adjoint. Céleste a suivi. Une petite femme vaincue. Le médiateur a attrapé sa mallette et a presque couru vers la voiture. L'adjoint s'est tenu là, les bras croisés, et les a tous regardés monter. Nous sommes tous restés là, mes invités dans mon salon, moi sur mon Porsche. Nous avons regardé les feux arrière pour la dernière fois cahoter sur la route de la crête et disparaître. La pièce a expiré. C'était un son collectif unique de tension relâchée. Je suis resté là un moment, dans l'air froid, propre et silencieux. J'ai regardé l'endroit où il s'était tenu. Puis je suis rentré. J'ai fermé ma porte en bois massif. J'ai tourné le pêne dormant. Le lourd, tinc, renforcé sonnant final. Je me suis retourné vers mes amis, mes voisins, mes invités. Ils me regardaient tous, les yeux grands ouverts. J'ai souri, un vrai sourire chaleureux. Comme je le disais, dis-je en me dirigeant vers la cuisine. Chocolat chaud sur la terrasse. Qui veut un supplément de crème fouettée? Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Je suis curieux. D'où écoutez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous pour que nous puissions nous connecter. Et n'hésitez pas à partager vos propres réflexions à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo.